Soyons Sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonjour à toutes, enfin plutôt bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport, avec ce soir un menu chargé, car il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Ligue Europa, en Ligue 2 également. Il y aura une grosse page bien sûr sur le FC Sochaux Montbéliard et sa victoire du côté d'Amiens, mais on enchaîne directement avec un match de Coupe de la Ligue dès ce mardi soir face à l'Olympique de Marseille. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ? Ah bah parfaitement bien. Fred, ça va aussi? Oui, La ça forme? va, salut Thomas, La salut pêche? Fredo. Bah oui, la pêche. Une grosse semaine là, hein? Pour Ouais, finir une grosse l'année. semaine, hein. Allez, on va 3 matchs, déjà. un peu. Eh oui, 3 matchs cette semaine. On va déjà commencer par la Ligue des Champions avec le tirage au sort des huitièmes de finale. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce tirage au sort, messieurs? Moi, j'ai regardé sur la chaîne d'équipe. Moi, j'étais au travail cet après-midi, mais j'ai regardé d'un œil quand même, j'ai suivi. D'accord. Et ben justement, tu vas pouvoir nous donner un petit peu le tirage et on écoutera aussi les réactions des clubs français, de certains clubs français. J'ai pas pu les avoir toutes. Alors Fred, je vais te donner le tirage de cette Ligue des Champions. À noter que le PSG tombe contre le Barça, et donc ça va être compliqué pour Paris. Alors je crois que j'ai un problème de micro. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'on m'entend. 1, 2, 1, 2. Si on t'entend là. Vous m'entendez ? On t'entend bien à la radio en tout cas. D'accord, bon. Alors, On entend l'écho depuis là, donc c'est bon. alors c'est que ça marche. Donc, je disais, le PSG tombe contre le Barça Tu dois être content au là. prochain tour. Écoute, moi ça me va parce que le PSG est quand même fortement amoindri. Et donc, moi je trouve que c'est une bonne chose. Monaco tombe contre Manchester City. Alors là, je suis un peu tiraillé parce que j'aime bien Pep Guardiola. Et Monaco, ça va être... Il se méfie un peu Guardiola de cette équipe monégasque qui est la meilleure équipe européenne au niveau de l'attaque en tout cas. Ouais, tout le monde se méfie de Monaco. Manchester City n'est pas au mieux en ce moment, donc ça semble difficile pour Manchester City. Oui, Fred. Ouais, on va dire que c'est plus Manchester qui tombe sur un grosse artillerie que Monaco qui tombe sur la grosse artillerie, on va dire. Manchester City est aussi un prétendant. Hein. Donc, justement, on va écouter peut-être les réactions des deux Kluivert en ce qui concerne PSG Barcelone. Et aussi Vassiliev pour Monaco en ce qui concerne Manchester City. Si je peux choisir notre équipe, j'ai choisi. Mais Barcelone, c'est Barcelone. Et nous sommes nous. Nous avons joué beaucoup de fois contre Barcelone. Nous avons joué aussi des matchs très grands contre eux. Et on ne peut pas laisser perdre notre qualité. Nous avons une grande qualité dans notre équipe. Le match du jour, c'est le plus important. Et ça va être un très, très gros match. Les deux, à Camp Nou et aussi à Parc des Princes. Non, notre objectif est de voir notre équipe, on mettre tout en place. Et c'est pas parce qu'on joue maintenant contre Barça ou contre notre équipe qu'on va changer notre mercato d'hiver. Non, le plus important, c'est que nous devons rester ensemble. Ça, c'est le plus important. Nous savons qu'on joue contre une équipe très forte, mais il sait aussi que le Paris Saint-Germain, c'est pas un match gagné. Et on doit travailler sur ça, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. On écoute peut-être les réactions de Vassiliev. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est dur, bien évidemment. Bien évidemment, Manchester City est le favori de cette rencontre. Donc dans ce cas-là, nous n'avons pas de pression. On peut jouer nos meilleurs football. Et contre Arsenal, nous n'étions pas le favori non plus. Nous avons réalisé un exploit. Reste à voir si on peut faire encore une fois, encore en Angleterre. Mais quand même, ce groupe-là, Monaco a beaucoup de qualité. On joue bien.
Et puis, c'est une belle affiche, donc pourquoi pas. Bon, oui, je sais, quand même, on est la meilleure attaque d'Europe, on marque des buts, donc il faut juste aller sans peur et jouer notre football. Et puis, ce qui se passe, ça se passe. C'est en tout cas une belle affiche garantie. Eh bah oui, ce qui se passe, bah oui, exactement. Il faut y aller, il faut jouer. Les matchs ne sont pas gagnés avant d'être joués. Les clubs français peuvent aussi éliminer de gros clubs. Là, ça fait vraiment des belles affiches pour le prochain tour de Ligue des Champions. Donc, Ok, oui. outre PSG, Barça et Monaco, Manchester City, il y aura une grosse affiche Bayern Munich, Arsenal. Oui, Ça va exact, être beau. exact. Real Madrid, Naples. Bon, a priori, c'est à la portée du Real. Oui, Voilà, Naples, c'est pas contre Naples, mais c'est pas le même c'est calibre. pas le favori, on va dire. Voilà. Benfica, Borussia Dortmund. Bon, moi j'ai un petit fait pour Borussia Dortmund de toute façon, donc je pense que ça devrait être pas mal pour C'est les jamais Allemands. facile de jouer au Benfica en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est jamais facile. Un autre club portugais, c'est Porto, qui tombe contre la Juve. La grosse affiche encore. C'est un beau match à mon avis. Ouais, beau match. L'Atlético Madrid, est-ce qu'il s'en sort bien en tombant contre Leverkusen? Moi j'ai envie de dire que oui, au vu des Oui, autres c'est plutôt bien, prétendants. hein. Oui, après c'est toujours pareil, hein. On sait toujours le tirage avant, on sait toujours si c'est un bon tirage après, une fois que les équipes Frédéric, sont gagnées, sont perdues. Tu te mouilles pas, toi. Non, après, logiquement, c'est un bon tirage pour l'Atlético Madrid. Oui, c'est Et donc, fait pour eux. Une autre belle affiche de prestige, Séville, Leicester, le champion d'Angleterre. Voilà, le petit nouveau anglais dans cette compétition. On va voir ce qu'il peut donner. On sait qu'il est en forme en ce moment. Il a gagné quoi, 4-2, je crois, contre Oui. Manchester City Oui, c'est ce week-end. Et puis Séville, ça cartonne bien aussi. Ils sont 3e du Ils ont championnat. gagné 3-0, je crois. à Ils ont gagné l'extérieur. 3-0, c'est ça. Triplé d'Ibora, je crois. Oui. Et donc, voilà, ça cartonne bien. Ça va être encore une belle affiche. Oui, Frédéric Fitch. Oui, alors j'ai regardé une statistique sur la chaîne Équipe à midi à propos d'Unai Emery. Il a gagné qu'une seule rencontre dans les équipes qu'il a entraînées contre le Barça, sur 23 rencontres. Faut dire, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné contre Barcelone aussi, Ouais, je pense. ouais, Hein. ouais. Ils doivent être rares, surtout À moins de s'appeler vu Madrid. ce qu'a fait Messi encore ce week-end, Voilà. où il a dribblé carrément toute l'équipe à lui tout seul. Les joueurs étaient à terre. Il doit y avoir que C'est Zidane, je pense, qui a un bon ratio contre le Barça. Oui, là. c'est quand même exceptionnel encore ce qu'il a fait, ce week-end. Justement, on va écouter parce qu'il y a aussi la Ligue Europa avec Lyon qui tombe contre l'AZ Alkmaar, si je ne me trompe pas. Et puis Man United qui va recevoir la SSE, mais la Manchester SSE United. en tout cas, aura le match retour du côté de Geoffroy Guichard. Ça va être une belle affiche. Justement, on va écouter Dominique Rocheteau qui revient sur cette affiche et qui espère que le stade sera plein. Bon, voilà, on va jouer un des plus grands clubs du monde. C'est quand même, on joue aussi la Coupe d'Europe pour jouer des matchs comme ça, quoi. On aurait aimé les jouer un peu plus tard dans la compétition. Voilà, on va jouer contre à Old Trafford. Moi, ça sera la deuxième confrontation entre les deux clubs puisqu'on avait joué en 77-78 contre eux et on n'avait pas eu la chance de jouer à Old Trafford puisque le terrain était suspendu à l'époque. Donc voilà. Je crois que maintenant il y a un favori, un très grand favori. On a tiré le gros lot. Moi, ce que je souhaite, je suis aussi content pour les supporters parce que les supporters vont pouvoir aller dans l'antre de Manchester. Et j'espère surtout qu'on va remplir notre stade, Geoffroy Guichard, match retour. Voilà, donc 2 grands matchs. Voilà, c'est l'affiche de ces 16e, donc c'est magnifique, quelque part. Je sais pas, j'ai pas discuté avec eux encore. Je sais pas, je pense qu'ils auront la même réaction que moi. C'est-à-dire que sur le moment, comme vous dites, oh la vache. Et puis après coup, je jouais deux grands matchs de Coupe d'Europe. Je vous dis, on joue le football pour jouer ces matchs-là. Donc je pense qu'ils vont être hyper motivés. Le petit avantage, je dirais, qu'on a, c'est de jouer bien sûr le match retour chez nous à Geoffroy Guichard. Voilà, nos joueurs vont avoir la chance de jouer contre des stars. Flo, Florentin et Paul. Donc ce sera peut-être c'est la belle histoire. Ce sera peut-être la seule fois où ils se rencontreront. Voilà quoi. Qu'on jouera le mercredi normalement. On peut pas jouer le même jour avec l'Olympique Lyonnais. Donc normalement on jouera le mercredi à 18h.
voilà, un bon horaire le mercredi à 18h en espérant que le stade soit plein. Mais du côté de Saint-Étienne, je me fais pas trop de soucis. Oui, c'est de l'autre côté. Est-ce que les supporters mancuniens vont être attirés par l'affiche contre Saint-Étienne? Est-ce qu'ils connaissent même Saint-Étienne? Bon, surtout qu'il y a 2 frères qui vont s'affronter aussi dans ce Oui, match. Paul et puis Florentin Pogba qui vont jouer l'un contre l'autre, comme le disait Dominique Rocheteau. Peut-être que ce sera la dernière fois qu'ils joueront l'un contre l'autre. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en tout cas, ça va être un beau match. Eh ben, je pense qu'on a tout dit sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa. On va maintenant passer au championnat de France, mais avant tout à la Coupe de la Ligue pour vous donner déjà le programme pour ce mardi et ce mercredi. Alors, Avec le jingle qui va bien de la Coupe de la Ligue, si tu le trouves. Bonne question, je crois qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas. Ah. J'avais le générique de la Ligue 1 que j'allais lancer. Mais J'ai dû le mettre, mais de la Ligue, alors je ne sais plus où exactement. On va le retrouver, ce jingle. Alors, Coupe de la Ligue, je suis sûr que je vais le trouver en moins de 10 secondes. Attention, c'est Allez, parti. c'est parti. Eh ben oui, on y est à la Coupe de la Ligue. C'est le nouveau générique. Hein, Ils ont pris Coupe de la drogue, Ligue. les compositeurs. Ouais, mais ils l'ont changé par rapport à la saison dernière. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pareil. Ouais. Il y a quand même une petite différence. Il y a quand même un petit peu évolué, mais bon, les goûts, les couleurs, c'est comme ça. Allez, on passe justement au 8e de finale de cette Coupe de la Ligue avec ce mardi 13 décembre à partir de 18h45. Il y aura un match entre deux équipes de Ligue 1, Nantes et Montpellier. Et à 21h, on va en parler un petit peu plus tard dans cette émission, dans l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard. Il y aura Sochaux-Marseille, ce sera au Stade Bonal et ce sera à partir de 21h. Et ce mercredi 14 décembre à 18h45, il y aura Bordeaux-Nice. À 21h05, il faut être précis, 05, il y aura Paris Saint-Germain, Lille, Monaco, Rennes, Metz, Toulouse, Lyon, Guingamp et Saint-Étienne, Nancy. De beaux matchs en perspective. Allez, on va passer cette fois-ci à la Ligue 1. La Ligue 1. Avec un premier match qui aurait dû avoir lieu ce vendredi, mais finalement il a été décalé au samedi parce qu'il y avait des problèmes. On ne voyait plus rien sur Dijon. Même donc pendant le match samedi, il y a eu du brouillard aussi. Oui, face à Toulouse. Dans le match de Toulouse, il y a eu beaucoup de brouillard, même contre Dijon. Mais on voyait quand même le terrain et les supporters, en tout cas, ont pu voir cette rencontre où l'OM s'est imposé 2-1 in extremis, grâce à... Je vais vous donner après les buts. On va peut-être écouter déjà la réaction de justement l'entraîneur de Dijon, Dalloglio, et de Garcia. Ouais, j'ai beaucoup de regrets par rapport au résultat, mais ça fait un bout de temps qu'on a des regrets parce qu'on n'est pas vraiment payé sur ce qu'on fait par rapport à la dépense d'énergie. Mais c'est comme ça, il va falloir qu'on soit plus fort sur les détails, notamment défensifs. Mais en fait, c'est même dans les deux surfaces, dans les 18, il faut qu'on soit plus tranchant des deux côtés. Non, on s'attendait à ce genre de match. De toute façon, ce que j'avais dit avant le match, ils sont beaucoup mieux, on sent beaucoup plus de solidité, il y a beaucoup de communication, on l'entend sur le terrain. Donc en fait, c'est une équipe qui commence à être rodée. Par contre, on savait qu'il y avait des moyens pour pouvoir les déstabiliser. C'est ce qu'on a fait dans le jeu par moment, notamment sur cette deuxième mi-temps où on a mis beaucoup plus d'intensité. Malheureusement, on n'avait pas trop la baraka, il nous a manqué ce brin de réussite pour arriver à marquer dans le jeu et puis faire peut-être un peu plus. Voilà, et puis... sur un décalage sur un côté, fin de match, on s'est fait sanctionner. Donc oui, j'ai quand même des regrets par rapport à ce match et je n'étais pas vraiment surpris par les Marseillais. Ouais, je pense que sur la fin, oui, bien sûr, ça perturbe parce qu'au niveau de la vision, ça devient un petit peu compliqué. Maintenant, quand les joueurs sont dans le match, ils y sont, ils continuent jusqu'au bout. Je pense que le terrain a plus gêné tout le monde parce qu'il était très glissant et il commençait à geler, donc ça, c'était un petit peu plus compliqué pour les joueurs. Oui, on a obtenu ce qu'on était venu chercher, une deuxième victoire consécutive et la première à l'extérieur. Alors très honnêtement, on a fait une première période qui nous permettait d'être dans cette ambition.
Mais comme je l'ai dit aux gars à la mi-temps, c'est impardonnable de ne pas avoir mené par 2 ou 3 buts d'écart à la pause. Et la preuve, c'est que quand on n'est pas assez efficace comme en première période, on n'est pas à l'abri d'un retour de l'adversaire sur un coup de pied arrêté, sur des conditions difficiles au niveau atmosphérique, puis surtout sur la qualité de Dijon, qui est revenu en deuxième période, qui a gagné ses duels et qui nous a posé des soucis. Ensuite, ce qui est vraiment très bien, c'est un quart d'heure de la fin, on se fait rejoindre, on a les ressources mentales, la force mentale d'aller chercher cette victoire. Et quelque part, je me demande si le scénario n'est pas mieux comme ça pour nous. Gagner 2-1 après s'être fait rejoindre et avoir été seulement dans le combat en deuxième période, plutôt que d'avoir gagné 3-0 facilement avec la première période. À l'extérieur, sûrement. En tous les cas, on est dans la lignée de ce qu'on fait ces derniers temps. Caen, Nancy chez nous, à Saint-Etienne aussi, où on a été très bon dans le jeu. La première période était de ce calibre-là. C'est pour ça que je vous dis qu'on se démontre à nous-mêmes en deuxième période que dans le combat, on est aussi capable d'être performant. C'est un atout certainement supplémentaire pour l'Olympique de Marseille. Non, mais c'est important parce que Maxime fait jouer les autres. C'est sa grande qualité, mais c'est un joueur offensif aussi. Donc dans la finition, dans la dernière passe, il doit nous être utile, il doit progresser. Et ce soir, le fait qu'il soit allé chercher sur cette magnifique passe de Flotovin un but tout en percussion, c'est aussi intéressant. Depuis la première titularisation, je lui dis, mais c'est un garçon qui a la tête sur les épaules. Donc franchement, il est bien entouré. Il est là, il écoute en plus. Bah oui, il est là, il écoute en plus. C'est Maxime Lopez qui marque son premier but en Ligue 1 dès la 6e minute de jeu, avant que Abéid du côté de Dijon n'égalise à la 78e minute. Et c'est finalement Bafétimbi Gomis qui marque le but de la victoire pour Marseille à la 87e. Bafétimbi Gomis qui avait été critiqué par les supporters marseillais. Et ben il a bien répondu, c'est sur le terrain qu'on répond. En tout cas, il l'a fait de belle manière en offrant cette victoire aux Marseillais, 2-1. À 17h30, il y avait également un autre match, c'était Monaco qui se déplaçait du côté de Bordeaux. Alors, Monaco allait-il encore infliger une sanction ? Eh bien oui, c'est fait, 4-0, avec des buts, il ne fallait pas être en retard pour cette rencontre. Dès la 2e minute de jeu, ça banquait déjà pour cette équipe monégasque avec Sidibé. Et ensuite, 2 minutes plus tard, à la 4e, c'est Falcao qui commençait son festival. Falcao qui marque son second but à la 50e et Falcao sur penalty à la 64e minute de jeu. Un triplé pour lui. D'ailleurs, on va écouter les réactions de Gourvenec, Jardim et puis justement Valère Germain avec qui il s'entend très bien sur et en dehors du terrain. On s'est mis un très gros handicap d'entrée. Ça avait déjà été le cas contre Paris, contre Lyon. Et là, encore une fois, au-delà du fait d'avoir été dominé sur l'entame, on a manqué d'agressivité dans nos 30 derniers mètres. Et contre ces joueurs-là qui se trompent quasiment pas, jamais, qui sont très justes et très adroits, ça a été la sanction. On est tombé sur une équipe très forte, beaucoup plus forte que nous aujourd'hui, évidemment. Et au-delà de la défaite, qui est totalement logique, je suis surtout déçu qu'on n'ait pas été à la hauteur de l'événement. On doit s'excuser auprès de nos supporters qui ont été au taquet du début à la fin, qui eux ont été à la hauteur, pas nous. Et c'est là-dessus que je suis très déçu, parce qu'on n'a pas réussi à faire douter Monaco. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a on a subi aussi des moments du match où c'est la sanction directe. On a très bien redémarré la deuxième, et puis on a pris un contre au bout de 5 minutes, ce qu'on voulait éviter. Revenir à 2-1 aurait sans doute changé le match, mais on prend ce but-là, le troisième, et c'est terminé derrière. Et puis après, on a fait preuve d'immaturité en donnant un penalty, en ayant un exclu. Voilà, on a trop d'immaturité aujourd'hui pour pouvoir exister dans ce genre de match. Je crois que c'est une belle soirée. L'équipe est très, très bien pour le match. Il a fait les premières 10 minutes très fortes, avec une bonne pression sur l'adversaire. Après, très agressive la transition offensive. Et ça, je crois que donner beaucoup d'avantages à nous, parce qu'après 2-0, c'est toujours difficile de revenir. Après, le match restait plus équilibré pour le premier mi-temps. Deuxième mi-temps, nous entrons 3 fois forte, nous fait le troisième but, et ça, c'est fini le match. Le coach nous a demandé de presser haut d'entrée, essayer de marquer le plus tôt possible, c'est ce qu'on a fait. Et après, on a quand même continué à jouer et on a fait une grosse prestation ce soir. À chaque fois qu'on marque 1 ou 2 buts, on ne se contente pas de ça, on continue de presser haut, d'attaquer.
Et voilà, on n'aime pas gérer, on ne le fait jamais, et ce qui fait qu'à chaque fois, on arrive à marquer plusieurs buts. C'est très bien, mais on n'a pas envie de s'arrêter là, on n'est qu'à la moitié de saison, et on a envie de continuer, tout le monde prend du plaisir dans le groupe, les joueurs offensifs surtout, parce qu'on marque pas mal de buts. Tout le monde est décisif, il y a les joueurs qui jouent d'entrée et ceux qui rentrent sont décisifs aussi, donc voilà, tout le groupe tire vers le haut, et pour l'instant, ça marche bien. Bah oui, hein, comme dit Valère Germain, pour le moment ça marche bien, je dirais même ça marche très bien. Allez, on passe cette fois-ci à un autre match, c'est du côté de l'île de Beauté, on va vers la Corse, ça vous dit, on passe la Méditerranée, on se retrouve à Bastia. À Bastia qui recevait l'équipe de Metz. Alors justement, est-ce que cette équipe messine allait mieux après leur match qu'ils vont peut-être perdre sur tapis vert face à l'Olympique lyonnais? Eh bien non, ils se sont inclinés 2-0, des buts de Danick à la 23e et de Saint-Maximin à la 75e. On va écouter justement le coach Ciccolini justement qui disait avant cette rencontre que le président aurait pu le virer le matin du match et l'après-midi il lui serrait la main. Donc pas simple, et on va entendre justement Ciccolini, on va entendre Mathieu Pébernes aussi qui est passé par Sochaux et qu'on salue s'il nous écoute, et Philippe Inchberger. C'est sûr qu'on est content. Maintenant, comptablement, ça nous fait du bien. Le positif, c'est les 3 points, mais c'est aussi de ne pas avoir trop reculé à 1-0 et qu'on a continué à jouer, même si on est loin encore de se maintenir et de retrouver des eaux un peu plus calmes. Une cohésion quand même globale, François. On a la sensation que ce soir, les consignes ont été quasiment respectées. Je sais que le coach n'est jamais content. Mais... Non, c'est pas qu'on n'est jamais content, c'est qu'on pense toujours qu'on peut mieux faire, mais voilà. Après, on a joué dans un système différent. Alan, il était un peu plus dans le cœur du jeu avec Sadio, et ça nous a donné un peu plus de consistance dans le jeu. On a fait une semaine un peu plus calme, parce qu'après les 3 matchs, on a coupé quand même, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient cramés, parce qu'il y en a qui ont joué 90 minutes, sur 6 jours, 3 fois 90 minutes. C'est vrai, parce que Kouli, il est mieux, il était plus en jambes, il a mal commencé, il a mieux fini. Gaël, je pense qu'à ce niveau-là, il a fait un match plein. Après, il faut qu'on soit meilleur défensivement, il faut qu'on ait plus de rigueur, qu'on soit plus solide, qu'on ait plus d'assurance. C'est là que Toto nous manque. L'expérience de Toto, c'est là où elle nous manque. Je ne vais pas parler des absents, mais c'est ça où Abdelhamid il peut nous donner peut-être un peu plus d'assurance. Des fois, il y a des passes qu'on peut faire, on ne les fait pas. Et c'est là où l'insouciance d'Alan nous fait du bien, parce que lui, il ne se pose aucune question. Voilà. Aucune question. Lui, il n'a pas d'état d'âme, il ne se pose pas de questions. Mais c'est vrai que le fait d'avoir marqué, ça nous donne toujours... Il faut préserver. C'est pas faute de le dire à la mi-temps, de ne pas reculer, de jouer comme si on était 0-0. Oui, c'était un match pas évident à négocier. C'est vrai que c'était un peu... C'est un match charnière, même si c'est vrai qu'on est qu'en première partie de saison, il fallait le gagner. Ce soir, c'est ce qu'on a fait. On a mis les ingrédients qu'il fallait. C'est vrai qu'on a fait une première mi-temps peut-être un peu timorée. On n'a pas fait de très très bonnes choses, mais dans l'état d'esprit on y a été récompensé par ce but. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'on a pu. On a eu la chance de marquer ce deuxième but. C'est vrai qu'il nous faisait un peu défaut de savoir tuer les matchs. On aurait pu tuer le match en première mi-temps. Après, ce soir, c'est bien, on gagne 2-0, on n'a pas encaissé de but. On aborde Rennes un peu plus sereinement. Il va falloir essayer de gagner encore un match avant la fin et d'approcher cette barre des 20 points qui nous est comme objectif. Pas loin, après on avait quand même espoir de faire mieux cette saison. On a eu quelques embûches sur notre chemin. Voilà, si on a l'occasion de se rattraper sur les 2 derniers matchs, il faut le faire parce qu'on se le doit. Aujourd'hui, on a une équipe de qualité, même si quand on voit ce soir une équipe de Metz était devant nous, c'est vrai que c'est dommage. Il y a beaucoup d'équipes qui sont devant nous qui sont vraiment notre portée. On a raté le coche à domicile sur certains matchs. Il va falloir rectifier le tir, et si on peut le faire avant la trêve, ça sera bien. On n'a même pas été bousculé d'entrée par cette équipe de Bastia qu'on a senti crispée sur le début de match, mais on n'a pas su en profiter. Voilà, notre animation offensive pendant près d'1 heure a été quasi inexistante. Donc c'est compliqué. On s'est un petit peu réveillé sur la fin, on s'est un peu activé, on a été un petit peu plus dynamique pour trouver quelques centres et puis des simili-occasions. Mais bon voilà, c'est largement insuffisant pour battre une équipe de Bastia ce soir qui a fait son match. Franchement, je n'ai pas aimé l'esprit de mon équipe. Je ne vois pas une équipe en rébellion, une équipe qui sent que les places de relégables s'approchent. Parce que je rappelle quand même qu'après cette journée, on avait 13 points, qu'on est à la 17e journée. Ça fait 10 journées. On en a 18, on a pris 5 points. Enfin, on en a une de moins à cause de 2 ou 3 abrutis.
Mais voilà, je n'ai pas reconnu l'équipe de Metz que j'ai vu rentrer contre Lyon, couteau entre les dents, avec un bon esprit, si vous voulez. Je pense que ce soir, on s'attendait à se faire plus bousculer que ça. Et on n'en a pas profité. C'est bizarre. Et puis voilà, 2, 3 joueurs qui étaient largement en dessous de leur niveau. Donc bon, nous, on n'a pas les moyens de jouer à 60%. Bah oui, hein, pour les moyens de jouer à 60%, c'est pas simple. Les 2-3 avec un grand A, bon, je pense qu'ils se reconnaîtront, hein, bien sûr. Il faisait référence, Philippe Inchberger, aux incidents qui se sont passés face à l'Olympique. Face à l'Olympique lyonnais. Oui, Fred, comme tu le rappelais, la tribune est fermée, mais il y aura sans doute d'autres sanctions qui risquent de pénaliser ce club messin. Allez, on passe cette fois-ci, on change de stade, hein, on revient sur le continent avec Nancy. Du côté de Nancy, il y avait un match face au SCO d'Angers. Et c'est finalement Nancy qui s'impose. Il s'impose 2-0. Des buts signés Issiar Dia à la 29e minute de jeu et Loïc Pouillot à la 63e minute de jeu. On va entendre les réactions justement de Pablo Correa qui est bien sûr satisfait. Mais par contre, Stéphane Moulin, à l'inverse, lui, il n'a pas reconnu du tout son équipe. Oui, ils ont construit ces victoires à peu près avec les choses qu'on avait travaillées dans la semaine. Beaucoup d'impact. On savait qu'on devait mettre beaucoup d'impact face à le côté physique qu'il y avait en face, parce qu'on était en infériorité à niveau des centimètres, bien évidemment. Et je suis bien content aussi parce qu'on a su mettre du rythme avec les ballons. Dans ce terrain, c'est beaucoup plus facile parce que généralement, c'est le ballon qui donne la vitesse au jeu. Et c'est bien parce qu'on a ouvert la marque de la façon qu'on avait à peu près travaillé pendant toute la semaine. Dans l'élimination directe face à l'adversaire, ils mettent des mouvements surtout pour faire craquer la défense, parce qu'on savait que cette équipe d'Angers, c'est une équipe qui était très terriblement dangereuse en contre, et aussi qui se regroupait très 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 bien. Et on a bien vu que dans les premiers buts, on a réussi à passer par l'axe des terrains. C'est quelque chose qu'on avait demandé, en tout cas beaucoup de mouvements dans cette. C'est bien, mais c'était très bien. On a laissé très peu de choses à Angers aujourd'hui. Pour exemple, une des choses qui n'a pas marché, c'est qu'on a donné beaucoup de corners. En fait, il y avait 4 corners au bout de 7 minutes. Mais on a fait très bien dans le marquage. Voilà, il n'y en a pas suivi mais c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé. Mais c'est pour dire aussi que des fois aussi, le fait de rattraper après le fait, parce que c'est pas parce qu'il y a un corner qui doit avoir le but forcément, mais on savait qu'on devait donner très peu, parce que, encore une fois, on était en déficience des centimètres. Mais malgré ça, on a trouvé dans tous les corners que l'adversaire a tiré, on a trouvé une certaine agressivité, la même qu'on a trouvé après dans les jeux en général. Je pense que la victoire, il est indiscutable. On a vu une équipe de Nancy qui a cherché, qui a passé par des moments à bien gérer le match. On sait pertinemment qu'on ne peut pas dominer un match de A à Z, ça on le sait, on est assez humble pour le reconnaître, mais voilà, vous l'avez dit, l'adversaire s'est procuré très peu de choses. Voilà, c'est bien qu'on continue comme ça. En tout cas, c'est dans le fil conducteur de notre match à la maison. Voilà, on ne prend pas de buts et pour nous, ça reste toujours un match ouvert. À chaque fois qu'on ne prend pas de but, comme par hasard, voilà, on a gagné le match. Je ne vais pas être très long parce que pas grand-chose à dire de ce match, si ce n'est qu'on l'a raté. Sauf les 10 premières minutes où on a eu 5 corners en 10 minutes. Donc c'est plutôt qu'on était chez l'adversaire. Pour le reste, je n'ai pas reconnu l'équipe. Donc voilà. C'était le 55e match qu'on joue en Ligue 1. Je ne l'ai jamais vu aussi peu performante. Mauvaise passe, on en a déjà vécu une. Vous savez, après 3 journées, on était dernier. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on y retourne. Je pense que les joueurs aussi, mais si on continue ces prestations-là, effectivement, c'est inquiétant. Mais bon, c'est l'histoire d'un match, parce que même si les résultats ne sont pas brillants ces derniers temps, bon, on avait quand même des contenus qui étaient plus que corrects.
Bah oui, mais il faut faire attention parce qu'Angers est 12e avec 19 points et Caen, lui, est premier relégable avec 15 points. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais il faut faire attention, comme le soulignait très bien Stéphane Moulin. Allez, on descend un petit peu plus bas, on va en direction le sud-ouest cette fois-ci, mais ça c'est du côté de Toulouse avec un match qui sentait la poudre entre Toulouse et Lorient, mais surtout au niveau des deux entraîneurs, hein, que sont justement Pascal Duprat et Bernard Casoni, hein, qui étaient tous les deux du côté d'Évian Tonneau-Gaillard, l'un en tant que directeur sportif. Et ça s'est pas très bien passé entre les deux hommes. Hein. Depuis, ils se font plus que la gueule, hein, entre guillemets. Ils ne se parlent même plus. D'ailleurs, on va le voir justement avec la réaction des deux entraîneurs. Dans le protocole, ils doivent se serrer la main, mais là, cette fois-ci, rien du tout. Ils ne se sont même pas jetés un regard. Ça a été très compliqué. Enfin, bref, on va justement écouter la réaction. On va suivre avec un petit peu plus d'attention le protocole officiel. On sent que pour une fois vous êtes vraiment gourmand à l'idée de pouvoir assister à ce protocole officiel effectivement entre Toulousains et Lorientais. On a presque envie de dire, parce qu'on en joue, on en sourit un petit peu, entre les capitaines d'accord, mais entre les entraîneurs ensuite, Pascal Duprat et Bernard Casoni qui on le sait ne sont pas les meilleurs amis du monde. On a pu le lire et l'entendre un petit peu partout après le départ de l'un, en l'occurrence Bernard Casoni d'Évian Tonneau-Gaillard qui était, on le sait, le club de l'autre, en tout cas directeur sportif et entraîneur pendant de longues années. Ça s'est pas forcément fait dans des conditions de bonne entente particulièrement réussies et du coup c'est vrai qu'on attend cette poignée de main. On rappelait tout à l'heure qu'il y a eu quelques exemples dans le passé. La poignée de main entre Hervé Renard et Pascal Duprat avait eu lieu pour un match qui était pourtant capital entre Sochaux et Évian Tonneau-Gaillard pour le maintien. Plus récemment, Samir Nasri et Mathieu Valbuena se sont serrés la main également et là pour l'instant on attend évidemment une poignée de main. Messieurs, voilà, le ton est donné à cette rencontre. Je crois que tout est dit, les images ont parlé d'elles-mêmes. Ils se sont vus, ils se sont regardés. Chacun a vu qu'aucun des deux n'allait serrer la main à l'autre. Voilà, Pascal Duprat contre Bernard Casoni. Eh bien oui, Pascal Duprat vers Bernard Casoni, il n'y a rien eu du tout. Mais comme a souligné Pascal Duprat à la fin du match, il a dit je ne suis pas un hypocrite, tout le monde sait qu'on ne s'aime pas. Donc voilà, fin de l'histoire. Chacun apprécie. Le club d'Évian n'existe plus. Oui, il est en liquidation judiciaire pour le moment. Mais après, voilà, c'est toujours, en tout cas. Voilà, même si Évian nous a éliminés, nous a sortis de la Ligue 1 il y a quelques années. C'est toujours tout seul maintenant. C'est toujours moi c'est pas marrant. Moi ça me fait pas spécialement rire parce que quand un club disparaît comme ça, ne serait-ce que pour les supporters qui soutiennent ce club, c'est pas marrant. C'est des choses qui peuvent arriver. On sait que ça peut aller très vite. Hein, les soucis financiers, on sait tous ce que c'est dans les clubs, que ce soit en football ou ailleurs. Donc moi, c'est pas forcément une nouvelle qui me fait sourire. Au contraire, je pense vaut mieux se faire éliminer sportivement quand on se fait éliminer exactement. Par un biais qui n'est pas sportif. Oui, tout à fait. On s'est fait éliminer sportivement. Il n'y avait rien à dire, mais là, c'est autre chose. On souhaite quand même que le club d'Évian s'en sorte, mais en tout cas, la situation paraît compliquée. Allez, on passe cette fois-ci. Justement, que s'est-il passé dans ce match, ce match où Toulouse s'est imposé 3-2 avec un triplé d'Ola et Toivonen, l'ancien joueur du Stade Rennais, à la 8e, 20e et 60e. Et du côté de Lorient, Mukonjo à la 27e et Majid Waris à la 90e avaient réduit le score pour cette équipe de Lorient qui a eu une grosse occasion en fin de match, qui aurait pu décrocher l'égalisation. Mais finalement, c'est Pascal Duprat qui a battu Bernard Casoni, en tout cas. C'est Toulouse qui a battu Lorient. Justement, on va écouter les réactions de Toulouse avec Pascal Duprat et justement Bernard Casoni qui n'était... C'est pas parce qu'il y a une petite nappe de brouillard que ça allait nous empêcher de jouer. On a assisté à un match enlevé, pas très bien maîtrisé défensivement de part et d'autre. On l'a emporté, je suis très content. Sur les 9 derniers points à distribuer, on en a pris 6. On a retrouvé une souveraineté, en tout cas d'un point de vue comptable à domicile. C'est très bien. Aujourd'hui, on totalise 25 points. On est là, à portée de fusil. Nous avons la chance de recevoir à nouveau dans une semaine Nancy. Ce match vaudra son pesant d'or parce qu'à mon sens, il déterminera ce que nous pourrons jouer après la trêve. Je suis aussi content parce que je trouve que dans notre sport, c'est le jeu, on critique trop vite des joueurs qui ont du talent. Je veux bien sûr aussi parler d'Ola Toivonen qui a réalisé un hat-trick ce soir et notamment un troisième but
de grande classe. J'encourage Ola à travailler encore davantage pour le collectif. J'ai apprécié la débauche d'énergie de Martin Braithwaite. Voilà, à défaut d'être tranquille sur mon banc de touche, parce que on sent que Lorient conserve la patte successive de Gourcuff et de Ripoll. C'est un club qui depuis des années sait jouer au football et pratique un football agréable, fait de mouvements, de décalage. Donc on a souffert ce soir, mais on l'a emporté, je suis très satisfait. Les conditions, c'était pareil pour les deux équipes. C'est pas ces conditions-là qui nous font encaisser 3 buts. Voilà, on a été très friable sur ce plan-là, sur le plan défensif. On ne peut pas marquer chaque fois 2 buts ou avoir 4-5 occasions de but. Et si on veut gagner des matchs, il faut être costaud, plus costaud défensivement. Et là-dessus, on a été très friable. Surtout sur l'entame de match. Perdre 2-0 au bout de 10 minutes de jeu, alors qu'on avait insisté sur l'entame de match, on peut ne pas être content. Oui, on a eu des temps forts où on n'a pas pu marquer. Après, on avait fait le plus dur de revenir à 2-1. À la mi-temps, j'étais persuadé que l'on pouvait revenir à 2-2, et peut-être même plus, mais le 3e but nous a fait du mal. Malgré ça, on revient au score et on a la balle de 3-3. Donc, mon équipe a des qualités sur le plan offensif. On se crée beaucoup d'occasions de but. On retrouve des attaquants qui marquent des buts. Par contre, défensivement, c'est assez inquiétant aussi. Il y a du travail. Bah oui, il y a du travail défensivement quand on prend 3 buts dans une rencontre. Et c'est qu'il y a des soucis aussi également défensifs. Et il va falloir que Bernard Casoni travaille. C'est sûr que c'est pas évident quand on est dernier de la Ligue 1. Allez, on remonte cette fois-ci, on remonte dans le nord du côté de Lille qui recevait l'équipe de Montpellier. C'est Lille qui s'impose 2-1. Des buts signés de Priville. Pareil, il ne fallait pas arriver en retard au match à la 5e minute de jeu. Et ensuite, c'est Sankaré qui donne l'avantage à la 38e de 2-0. Mais finalement, cette équipe de Montpellier n'a rien lâché dans cette rencontre et aurait pu sans doute égaliser. Mais elle a seulement pu réduire le score par une belle tête de Steve Mounier à la 81e minute de jeu. Et c'est finalement Lille qui s'impose. Lille qui va beaucoup mieux depuis quelques matchs. Vous allez entendre justement les réactions de Patrick Collot, de Sébastien Corchet également, qu'on connaît très bien du côté du FC Sochaux, et également de Frédéric Kantz, qu'on connaît aussi, qui était passé par Sochaux. Il n'est pas resté très longtemps, mais il est passé par Sochaux. Mon analyse, je trouve qu'on n'a pas trop mal démarré le match, même si les 3-4 premières minutes... on a eu du mal à se mettre en place. Après, sur notre première occasion, on réussit à marquer. Et donc, c'est vrai que ça nous a permis de nous libérer un petit peu. Mais la première mi-temps a été difficile parce que Montpellier nous a posé des problèmes, surtout en se positionnant derrière nos 2 numéros 6, qui étaient Sankaré et bien sûr Amadou. Et donc, ils nous ont posé des problèmes. Donc j'ai essayé de rectifier un petit peu avant la mi-temps pour passer avec un milieu à 3, avec une pointe basse, pour gérer justement ces joueurs qui se mettaient dans notre dos. Et là, on a été un petit peu plus efficace, on a récupéré des ballons et puis on aurait pu éventuellement aussi aggraver le score. Après un deuxième mi-temps, on a été courageux, on a été discipliné et puis on a réussi à arracher cette victoire, même si le match n'est certainement pas le match le plus abouti de notre part. Je pense que quand il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours quelque chose qui se passe au niveau de la tête. Ça fait un déclic. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, chaque joueur sur le terrain fait beaucoup plus l'effort et on est beaucoup plus solidaires entre nous et ça se voit parce qu'on défend bien et on joue bien les coups offensivement. On marque beaucoup plus de buts qu'avant, donc c'est important parce que on se crée beaucoup d'occasions. On a des scénarios de match à l'extérieur qui se ressemblent. Ce match ressemble beaucoup au match qu'on a joué à Toulouse il y a une dizaine de jours. Je pense qu'à un moment donné, on va y arriver, d'être capable d'être constant dans la concentration. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On prend le premier but, arrive très vite, sur une heure de marquage, une heure de concentration, d'agressivité défensive. Après, on a un bon temps fort et je pense que c'est là qu'on ne gagne pas le match, je dirais, où on prend un deuxième but sur des situations, sur un temps de jeu où on est bien.
Après, ce qui change, c'est qu'on aurait pu exploser complètement et puis on est quand même resté dedans et on revient au score. On aurait peut-être même pu égaliser sur la fin. Voilà, c'est des choses qui se répètent, qui sont difficiles, mais c'est à moi à garder un cap pour qu'à un moment donné, on arrive à avoir la même concentration d'un match à l'autre. Bah oui, la même concentration d'un match à l'autre. Et oui, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, cette équipe de Lille a remporté ses 3 derniers matchs, hein, comme on le soulignait avec Thomas, en regardant les progressions. À l'inverse, comme tu disais, de Bordeaux, qui lui fait le chemin inverse. Ouais, il y a 2 semaines, on regardait Lille qui était tout en bas. On se demandait comment ils allaient faire, pression financière, nouveau stade, etc. Voilà, 2 semaines plus tard, ils sont 11e. Ils ont enchaîné 3 victoires. Ça va vite, quoi. 11e, ça y est. Et puis Bordeaux, c'est l'inverse. Nulle défaite. C'est la pire série des 3 derniers matchs. Et puis ils se retrouvent 10e. Voilà. Donc, il y a eu un choc psychologique, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont. Frédéric Antonetti a été démis de ses fonctions. Et pourtant, ça reste un bon entraîneur. Il y a des fois où on se pose des questions quand même. Hein, si les joueurs mettent tout ce qu'il faut, en tout cas sur le terrain pour. Avec ses anciens clubs. Bah oui, exactement. Il a eu des résultats, mis à part à Rennes où ça n'a pas forcément bien marché, mais bon, c'est comme ça. Des fois, il faut un choc psychologique. Bon, attention, ça va vite dans un sens, ça va vite dans l'autre. Oui, ça peut vite redescendre également. Puis de toute façon, comme on sait, hein, la confiance, les victoires viennent aussi renforcer la confiance. Oui. Allez, on passe au match Nantes-Caen qui, lui, n'a pas eu lieu car il a été reporté également. Mais on va justement faire connaissance avec le nouvel entraîneur qui nous arrive du Vitória Guimarães. Hein, c'est au Portugal. Il s'appelle Sérgio Conceição. Je pense que dans le monde du foot, on le connaît tous. Alors apparemment, c'est un vrai volcan sur le banc de touche. On va justement apprendre à le découvrir. Et comme disait Valdemar Kita, le président de Nantes, il a dit moi, j'aime pas trop les lacs. Je préfère encore le volcan. On va voir. Ça promet en tous les cas. On va faire connaissance justement avec. S'il est en éruption. Hein. Oui, on va faire connaissance justement avec Sérgio Conceição, le nouvel entraîneur de cette équipe nantaise. La différence, c'est qu'on a parlé avant. Le travail, l'envie, la mentalité correcte, l'ambition, être exigeant avec soi-même, commencer pour moi, hein, tous les jours. Et je pense que la différence avec une bonne organisation, je pense que c'est important dans le championnat français. C'est important la personnalité d'une équipe. Caractère, ça, on n'a pas de doute. Mais on doit voir aussi qu'on a un groupe très jeune. Il ne peut pas arriver ici et mettre tout de suite l'agressivité, la bonne agressivité, la personnalité, le caractère dans le terrain. On va travailler ça parce que la mentalité, c'est très très important et vous savez bien, dans le foot. Je travaille ça aussi, c'est très très important. Parfois, c'est vraiment la passion. Au Portugal, tout le monde me connaît comme joueur, maintenant comme entraîneur. Et j'étais toujours comme ça. Je ne vais pas changer. Hein. Je vais arriver ici, je suis un ange. Un ange. Je ne suis pas un ange. Je suis moi-même. Je vis les choses avec intensité, avec passion, avec mon caractère. Voilà. Je ne vais pas changer d'un jour à l'autre. Bah non, justement, il ne faut pas changer. Il faut rester avec son caractère. Je ne suis pas un ange. Il dit, on verra. On verra ça, en tout cas, sur le banc de cette équipe de Nantes. Allez, on passe cette fois-ci à l'Olympique lyonnais qui recevait l'équipe de Rennes. Et c'est l'Olympique lyonnais qui s'impose un but à 0. Et un but qui a été inscrit par Mathieu Valbuena à la 28e minute de jeu, à savoir que l'équipe rennaise était réduite à 10. On va écouter justement les réactions de Bruno Genesio, de Jean-Michel Aulas et Gourcuff. Jean-Michel Aulas qui est parti juste après le match direction la Chine. On en dira 2 mots. Ouais, on va retenir que ça ce soir. 3 points, on avance. On avance vers l'objectif fixé il y a quelques temps et voire mieux même. Donc c'est le plus important. Même s'ils ont été acquis un petit peu contre le cours du jeu et face à une équipe qui méritait, je pense, mieux que la défaite ce soir. Je pense que le match de mercredi nous a coûté beaucoup de force physique, mais aussi mentale. Et on a eu du mal à se remettre dedans. Heureusement, on a réussi à ouvrir le score, un peu contre le cours du jeu, mais ça nous a fait du bien. Ça nous a permis de nous accrocher en deuxième mi-temps, de faire tous les efforts pour préserver ce but.
Comment tu expliques justement que c'était difficile? On sait qu'après les matchs de Champions League, c'est toujours difficile parce que, surtout quand on est éliminé, il y a aussi un phénomène de déception, de frustration. Et, mentalement, on laisse beaucoup de force dans la préparation et dans le match. Donc on a eu du mal à rentrer dans la partie, on a eu du mal techniquement. Et puis l'équipe de Rennes a fait aussi un très bon match, donc c'était difficile pour nous. Non, je pense que ça n'a pas trop marché parce qu'on n'a pas eu la possession, surtout. C'est un système où quand on a la possession, on peut mettre l'adversaire en danger. Et là, en première mi-temps, je pense que c'était pratiquement du 50-50. En deuxième, on a pratiquement eu moins le ballon que les Rennais. Donc les joueurs offensifs ont passé plus de temps à faire les efforts pour bien défendre que pour bien attaquer, donc c'est surtout dû à ça. Parce que je pense qu'on n'avait pas joué à Metz et que donc on enchaînait seulement un deuxième match après le match de Séville. Et qu'on avait des repères et certaines convictions dans cette équipe-là. Donc voilà, l'idée c'était aussi de faire le match contre Rennes avec cette équipe et puis d'amener pas mal de changements mercredi contre Guingamp et ensuite aller à Monaco. Si on veut arrêter en fait la dynamique de Monaco, il faudra aller faire un résultat que peu d'équipes ont réussi à faire à Monaco, mais je sais qu'on a la capacité de le faire. Il vaut mieux faire un mauvais match ou un moins bon match et le gagner contre le 4e du championnat plutôt que de le gagner et puis comme on a quelquefois fait dans le passé, c'est-à-dire avoir un peu trop de certitude. Donc je pense que là on aura non seulement pas de certitude mais on va être pétri de trouille, excusez-moi du terme, et je pense que c'est aussi bien pour les joueurs parce que l'ambition reste intacte et comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'on est capable de faire souffrir Monaco. On avait dit la même chose de Paris, on a eu une mi-temps sans et une mi-temps avec, on aurait pu je pense vraiment accrocher Paris. Il faudra faire la même chose avec Monaco en étant peut-être dans un système moins ambitieux que celui de ce soir, mais en tout cas en ayant la volonté de faire douter aussi ce Monaco qui gagne tout en ce moment et qui joue très très bien, il faut le reconnaître. Puis il y a de la frustration, c'est surtout au niveau de l'arbitrage, parce que c'est vrai qu'on termine à 10 sur une faute grossière de Ben Sebaini, mais qui termine eux à 11, c'est quand même pas tout à fait normal, quoi. Parce que la répétition des fautes est aussi grave qu'une faute importante qui méritait l'expulsion sans problème. Et ça, tant que les arbitres seront d'une telle naïveté, je veux pas dire complice, mais d'une telle naïveté, ça sera difficile que le football avance. Non, ce que je regrette, c'est sur le nombre de fautes qui n'ont pas été sifflées, quelquefois sifflées, mais c'est pas suffisant. Quand il y a une répétition de fautes, ça veut dire que ça rentre dans le jeu. Et c'est ça qui est déplaisant, c'est que l'arbitre qui est là pour protéger le jeu ne le fait pas à ce moment-là. Bah oui, en colère, hein, Christian Gourcuff après cette rencontre, après l'arbitrage en tous les cas. Et comme je le disais, Jean-Michel Aulas est parti justement après ce match, direction la Chine. Alors c'est vrai qu'à la question, vous partez ce dimanche soir en Chine pour avancer sur l'arrivée attendue d'investisseurs chinois dans le capital de l'OL. On se rappelle qu'il avait surtout critiqué les investisseurs chinois qui étaient venus du côté du FC Sochaux-Montbéliard. On en parlera tout à l'heure. J'ai eu quelques petites infos. Et justement, on lui demande en quoi constitue ce voyage. Alors voilà ce qu'il répond, c'est la mise en place dans la dernière ligne droite des accords capitalistiques. On aura l'Assemblée Générale du club à mon retour jeudi qui va entériner l'entrée des 2 administrateurs chinois. C'est aussi le moment où la première partie des fonds va être versée. En principe, 30 millions d'euros entre le 16 et le 31 décembre qui vont anticiper l'arrivée de 70 millions d'euros au plus tard le 28 février. Et je me rends surtout en Chine pour la mise en place de la société qu'on a montée à Pékin et avec laquelle on commence à développer un certain nombre de prestations. Notre responsable est maintenant installé. Je vais probablement embaucher une 2e personne lors de mon voyage. On va remettre nos premières propositions, dont une pour gérer l'académie d'un des plus grands clubs chinois. On espère donc ramener le contrat. On y va donc pour essayer de faire des affaires. Ça m'étonne, oui, de Michel Aulas. Moi, étonné qu'elle pourra faire un voyage de courtoisie. Vous savez aussi que nous sommes en discussion avec des Namers. Je pense qu'on aura des précisions pour savoir si le Nameur du stade sera français ou plus asiatique, puisqu'on a des propositions des 2 côtés. Et en tout cas, ça avance du côté de Lyon. On peut faire une proposition peut-être pour renommer le stade de Lyon le stade Soyons Sport. Moi, je mets 10 euros. Hein. Je veux bien. Moi, je veux bien donner mon RIP pour qu'il vire les 30 millions d'euros, les 70 millions d'euros s'il veut. Allez, on passe justement chez le voisin à l'ennemi, on va dire, en ce qui concerne le Lyon et l'AS Saint-Etienne, avec l'AS Saint-Etienne qui recevait l'équipe de Guingamp.
Et c'est la SSE qui s'impose 1-0. Un but de l'ex-Byzantin Romain Amouma sur un très bon débordement de Malcuit qui lui donne un très bon ballon en retrait. À la 25e minute de jeu, justement, on va écouter Romain Amouma qui parle justement des 2 victoires de ce jeudi en Coupe d'Europe face à Anderlecht, 3-2. Et Camboire qui tire la révérence en tout cas à Ruffier, qui a fait un gros match avec plus de 7 arrêts nets. Donc bravo à lui et on va écouter les réactions. C'est vrai que c'est une victoire importante parce que ça nous permet de recoller. Et je pense que sur la première mi-temps on a été assez bon, on a fait ce qu'il fallait, on les a pressés très haut, on les a empêchés de jouer, on s'est créé des situations, on méritait peut-être de marquer un but de plus. Et ensuite en deuxième mi-temps, on a voulu couper les passes à l'intérieur, mais on leur a laissé trop le ballon et ensuite à la récupération on le perdait trop vite. Donc il y a encore pas mal de choses à corriger. Il faut rester humble sur cette victoire. C'est une équipe qui a eu pas mal d'occasions. On a eu un bon gardien et voilà, on est resté solidaire pour pas prendre ce but. Donc voilà, c'est bénéfique pour la suite. On a qualifié, on a réussi à avoir cette première place. Je ne sais plus à combien on est de matchs depuis le début de la saison, c'est assez important comparé aux autres équipes de Ligue 1 qui ne jouent pas l'Europe. Donc forcément, on y laisse des plumes, mais on a du cœur et on s'accroche. Et de gagner jeudi et dimanche, c'est toujours une performance. Ça part sur les 3 premières situations, je vous dis, où Jimmy Briand il a 2 situations, dont un face à face, et puis Lucado, je crois que là... Ça a permis à Ruffier, comme on dit, de se chauffer les gants. Et puis là, il a pris confiance et il a attiré tous les ballons. C'est impressionnant. J'ai regardé un peu les stats. Là, on a frappé 18 fois, 7 cadrés. Il fait 7 arrêts. Voilà. Une barre. Eux, ils ont cadré 2 fois. Frappé 7 fois, 2 fois cadré. Voilà. Comme on dit... Eux, ils ont été hyper réalistes. Et puis nous, il faut qu'on aille faire soit donc des spécifiques attaquants, ou sinon, voilà, donc ne pas tomber sur tous les week-ends sur un gardien qui a été aujourd'hui énorme. J'ai rarement vu ça. Voilà. Aussi chaud qu'il a été là. Et puis surtout, à un moment donné, comme on l'a dit, décourager nos attaquants. Parce que j'ai vu des garçons... arriver dépité dans le vestiaire, mais c'est le foot. Voilà. Il faut surtout, en tout cas, au-delà de la défaite, retenir la façon dont on s'est comporté. On a eu beaucoup de personnalité, on a eu du caractère, on a eu de la qualité de jeu pour pouvoir se procurer autant de situations. Et la prochaine fois, j'espère que ça va faire mouche. Bah oui, c'est vrai qu'ils sont tombés sur les Guingampais sur un Ruffier excellent, exceptionnel lors de cette rencontre. Allez, dernier match de cette Ligue 1, vous avez remarqué que on en parle un petit peu plus ce soir parce que ce soir on n'a pas d'invité, c'était compliqué avec le Red Star qui vient justement, on va en parler, de démettre son entraîneur, donc je pense que c'est compliqué d'avoir quelqu'un en ce moment. Et du côté de Sochaux, c'est pas possible car il y a match le lendemain. Allez, on place cette fois-ci à PSG Nice, le grand format de cette journée avec les Niçois qui rendaient visite au Paris Saint-Germain et les Niçois qui menaient justement 2 buts à 0. D'ailleurs, qui peut me dire les buts, Fred? Allez, dis-moi les buteurs côté niçois. Le premier est d'Alassane Plea. Le deuxième d'Alassane Plea. Le deuxième des Niçois. Bon, tu vas regarder le match, si? Si, mais après les. Tu t'es endormi pendant? Non, pas du tout, non. Ah. La 32e but de Cyprien pour Nice, Plea 45e 2-0. Edinson Cavani pour Nice. PSG, et voilà, au retour des vestiaires, Frédéric Fitch s'est réveillé et a vu le doublé de Cavani à la 46e et 60e minute. Ouais, j'ai suivi tout le match. Et on va écouter justement Unai Emery. Alors c'est pas forcément simple à tout comprendre. Et puis également Favre du côté de Nice qui lui était forcément un petit peu déçu. Oui, les joueurs importants ils sont impliqués. Oui. Les PSG, ils sentent beaucoup les PSG. Non, tous les joueurs. C'est clair. Quelques joueurs plus que les autres. Mais c'est normal. Et les joueurs importants, ils sont plus. Et le premier mi-temps, nous avons parlé de... Si n'est pas fait une analyse de la première mi-temps à les vestiaires. Parce que je crois que c'est parler de quelque chose d'injuste, mais qu'il est ici. Et c'est le football. Le football, c'est ici. Après ça, oubliez la frustration. Parce que quelques joueurs entrent avec la frustration, c'est normal. Je suis avec la frustration, mais notre frustration, j'ai oublié totalement quand je suis entré à les vestiaires. Et commencer à
à faire. Et l'équipe, après de parler, après de l'opportunité de la deuxième mi-temps que le football t'a donné, après de se roder, c'est difficile, mais les réactions de l'équipe, c'est bon. Mais il a mérité, je crois, gagner avec le respect de Nice, qui c'est une bonne équipe, il va premier parce qu'il va premier. Et aujourd'hui, nous n'avons pas gagné les championnats, nous n'avons pas perdu. Et la différence, c'est 4 points. Et c'est juste pour le travail et pour la saison qu'il a fait aujourd'hui les Nice. Mais on va continuer. Oui, les supporters, normal qu'ils sont préoccupés. Et je suis occupé, parce que je suis responsable. La responsabilité de moi, c'est travailler avec la coupe, occuper avec le travail, pour améliorer, pour la décision que je fais pour la préparation des matchs, pour les prochains. Mais, comme je te dis aujourd'hui, quelque chose ils sont importantes. Quelque chose. Et je crois que quelque chose sont bons. Après, le résultat n'est pas bon. Mais après de COD, la relation, c'était bon. Quand je veux que Cavani marquait les deux buts et marquait les autres 2 occasions qu'il a, marquait les autres 2. Mais c'est un joueur qui a beaucoup d'occasions. Et je le dis à lui pour travailler l'efficacité. Et c'est important quand il n'est pas marqué un but, que la tête il est frais pour maintenir la constance. Et après les autres joueurs, nous avons besoin de les autres joueurs pour faire vite, c'est clair. Non, nous avons les joueurs qui sont ici, et les joueurs qu'il a le terrain, qu'il entre à la surface, entre pour faire vite, nous avons besoin d'eux, c'est clair. Non, on est un petit peu déçus dans la mesure où on menait 2-0 à la mi-temps. Mais il faut encore une fois tout relativiser. On a terriblement souffert au début. Le Paris Saint-Germain a mis beaucoup de pression, a bien joué sur les côtés, notamment Aurier, Kurzawa, ils amènent beaucoup. Sur chaque contre-attaque, on était en danger. Ils auraient pu là marquer. Et ils ne l'ont pas fait. Et c'est nous qu'on a marqué. On a repris un petit peu confiance avant de mettre le coup franc. Magnifique coup franc d'ailleurs. Et on sentait déjà, on avait repris un petit peu du poil de la bête, si on peut dire comme ça, parce que c'était très très dur au début. Puis le match il tourne, on met ce coup franc. Après il y a plus de confiance qui vient dans l'équipe. Ouais, on mène là, etc. Puis on met le deuxième juste avant la mi-temps. Alors à la mi-temps, ben voilà, il fallait rester concentré, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a joué. On voulait mettre le troisième parce qu'il ne faut jamais se contenter de ça, mais il faut bien penser à défendre entre deux. C'est ce que je regrette, c'est le 2-1 qui relance complètement Paris, quoi. Et puis, mais ma foi, c'est comme ça. Et puis où je tire le point positif, c'est qu'on prend encore le 2-2 après. L'équipe, elle aurait pu se dire, oh là là, on mène 2-0, etc. C'est dur mentalement. Puis là, on a tenu. Et puis, voilà, on fait quand même un point à Paris. Eh ben oui, on fait quand même un point à Paris. C'est sûr que vu le début du match, Nice aurait dû prendre les 3 points, mais c'est comme ça. Avant le match, on leur avait dit vous venez pour prendre un point, ils auraient signé, je pense. Hein. Bah, je pense aussi également. Hein, ça reste quand même le Paris Saint-Germain, c'est une grosse écurie du championnat, mais en tout cas, ça promet un championnat. Une tête aux Parisiens, c'est ça qui est bien, comme l'a fait l'OM le mois dernier, quoi. Donc. Vas-y, refais-la, j'ai pas tout compris. Non, en anglais peut-être. En anglais peut-être. Non, je dis, ils ont quand même réussi à tenir tête au PSG, c'est ça qui est bien pour un leader. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr, quand tu mènes 2-0, l'équipe adverse revient à 2 partout, c'est toujours rageant, mais ça reste tout de même un bon point de prix. Mais globalement, sur le championnat, qu'on soit pour Nice ou pas, ou pour le PSG ou pas, c'est quand même intéressant de voir que c'est disputé, que le PSG ne domine pas les débats largement. Et puis, d'ailleurs, pendant la conférence de presse là, d'Unai Emery, on se moquait un petit peu de son accent parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Certains disent il faudrait qu'il progresse un peu. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il progresse? Parce que est-ce qu'il va rester en fin de saison? Là, au vu des résultats qu'il a, et contre Ludogorets, par exemple, en Ligue des Champions, et en championnat, Laurent Blanc, il faisait quand même mieux et ils s'en sont séparés. Est-ce qu'ils vont garder Emery? Après, Laurent Blanc, il avait Ibra. Il avait Ibra qui a sauvé quand même beaucoup de situations
qui a sauvé beaucoup de situations et qui a mis son équipe aussi dans le bon chemin en marquant, parce que c'est vrai que lui, quand il avait des occasions de but, il en mettait rarement à côté, hein, comparé à Cavani qui lui a un peu plus de mal. Mais par contre, d'un autre côté, Cavani défend beaucoup, hein, il revient souvent défendre, que Ibrahimovic ne revenait jamais défendre. Ouais, Forcément, il était forcément peut-être un peu plus lucide devant le but. C'est comme ça, après on verra. De toute façon, apparemment, je pense que le mercato du Paris Saint-Germain va être agité aussi. On en reparlera. Va être agité pour pas mal de clubs français. Après, c'est pas de chance pour Emery de tirer le Barça oui, c'est au vrai. prochain tour de Ligue des Champions, parce qu'a priori, l'avenir de l'entraîneur parisien est suspendu aux résultats en Ligue des Champions. Bien sûr, comme tous les clubs. Voilà. Et tirer le Barça, on ne pourra pas lui reprocher de perdre s'il perd. Quoi. Oui, bien sûr. Allez, on va revenir avec ce classement avec premier Monaco 39 points, deuxième Nice 39 points, troisième Paris Saint-Germain 35 points, quatrième Lyon 28 points. En bas de classement, on retrouve 18e Caen 15 points, 19e Nantes 13 points, 20e Lorient est dernier avec 12 points au classement des buteurs. Cavani, donc il a plus 2, donc il a 16 buts. Et puis Lacazette reste lui à 11 buts. Allez, on va refermer cette page Ligue 1. On va juste parler de la D1 féminine, parce que j'aime bien en parler un petit peu. Allez, juste pour vous donner les résultats de cette 10e journée, avec 3 matchs qui avaient lieu le 10 décembre, avec l'OL, justement, on en reparle, qui avait battu Montpellier 2-1. Le Paris Saint-Germain qui avait battu Juvisy 3-0. Bordeaux qui avait battu, Rodez qui a été battre Bordeaux 2-0. Ce dimanche, il y avait 3 matchs également avec Marseille qui a battu Metz 3-0. Guingamp et Soyo ont fait match nul 0 partout. Et Albi Saint-Etienne 0 partout au classement. L'OL et le Paris Saint-Germain sont premier et deuxième avec 27 points. On retrouve en bas de classement le FC Metz qui ferme la marche avec 1 point. Je peux te rectifier quelque chose au classement? Vas-y, rectifie. C'est-à-dire qu'avec match nul, Nice est premier avec 40 points. Donc, oui, parce que c'était le classement d'hier avant que j'envoie la chronique sur Radio Shalom Besançon. Donc forcément, le classement a un peu évolué. On referme cette page Ligue 1 et on va passer cette fois-ci avec Alexis de Freitas. On va parler des jeunes du FCSM, parce qu'il y avait 2 matchs ce week-end avec les U19 et les U17. Justement, il va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Oui, Thomas. Non, je voulais juste lancer le jingle. Ah, d'accord. Vas-y, on lance le jingle. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Ça va nous mettre en appétit avant de parler justement du FC Sochaux-Montbéliard. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ça va, parfaitement bien. Allez, justement, on va parler de cette jeunesse sochalienne. Alors, après 3 matchs sans défaite, un partout à Strasbourg, 6-0 contre le Racing Besançon et 1-0 face à l'Entente Sannois à Saint-Gratien, les Sochaliens recevaient Torcy Val-Maubuée. Alors, est-ce qu'ils ont confirmé cette belle spirale positive? Eh bien, les Sochaliens n'ont pas réussi à gagner ce match, mais ils ne l'ont pas perdu. Donc pour ce match, on avait on avait le même 11 que la semaine dernière avec un seul changement. Donc le 11 c'était Maxime Rouen à l'occasion, la défense Moltenis, Konaté, Josepho, Romainson, en milieu défensif Zepeki, Bedenstok, les ailiers Beub et Boulout qui remplaçaient Mbakata, et Loacho devant en meneur de jeu avec Archimède en attaquant de pointe. Donc Boulout qui donc remplaçait Mbakata sur l'aile. Logiquement récompensé après ses 2 buts inscrits sur les 3 derniers matchs lors de ses entrées en cours de jeu. Donc pour parler du match, on a une première mi-temps où les 2 équipes se rendent coup pour coup. Un match vraiment serré avec un score de 0-0 à la mi-temps. Pour parler de l'adversaire, on tombe sur une équipe très physique qui a la possession du ballon. De notre côté, on a du mal à mettre le pied sur le ballon, on a du mal à se montrer dangereux. Mais on a quand même, on sent que c'est possible de marquer avec des contres dangereux. Donc à la mi-temps, donc 0-0, Coach Shelley, il va par son discours faire réagir son équipe, puisque au retour des vestiaires, les Sochaliens vont accélérer et ouvrir le score rapidement avec Archimède de la tête sur un très bon centre de Zepeki. 4e but cette saison pour Luther Archimède, une recrue externe. Et les Sochaliens vont aggraver le score après, avec un corner très bien tiré par Maxime Loacho, comme à son habitude, et repris par la tête du défenseur Konaté,
qui inscrit son deuxième but cette saison. Donc à 2-0, bah, je pensais que c'était terminé, mais c'est jamais terminé dans le foot, puisqu'on tombe sur une équipe de Torcy qui ne se laisse pas abattre, qui va pousser, qui va continuer à faire les efforts et qui va être récompensé par une réduction du score totalement méritée. Et le fait de jeu, on va l'avoir, puisque les Sochaliens vont avoir la balle du 3 et donc la balle du break. Une passe en profondeur d'Archimède pour Mbakata seul contre le portier adverse. Il va hélas trop pousser son ballon et donc les Sochaliens ne vont pas faire le break et ils vont concéder l'égalisation à 3 minutes de la fin sur encore une action, c'était mérité puisqu'on sentait vraiment Torcy très dangereux cette fin de match qui poussait vraiment, bien que c'est mérité oui et non puisque Sochaux aurait pu également faire le break, mais au final le score de 2 partout me semble assez logique, même s'il y a beaucoup de déceptions pour l'équipe sochalienne logiquement. Au classement, nos Sochaliens sont 3e, à 9 points du premier l'AG Auxerre qui confirme en ayant battu le 4e 3 1-0. Eh bien, on va passer cette fois-ci à nos U17 après avoir affronté les 3 cadors du championnat, une défaite contre Metz 1-0, puis 2 victoires à Nancy 3-1 et contre Auxerre 3-2. Les U17 débutaient la phase retour du championnat. Alors, comment ça s'est passé justement, Alexis, ce déplacement à Aubervilliers dans la région parisienne ? Eh bien, ça s'est très bien passé dans la lignée des résultats de la phase aller, on va dire. Le 11 de ce match, eh bien, l'héritier au cage, la défense Nsakala, Baki, Lacroix et Moubiala. Et puis devant les acteurs habituels avec Ndiaye Adong. Un petit changement avec Lambolet blessé et remplacé par Guyot qui a montré des choses intéressantes lors de ses entrées en cours de jeu sur les matchs précédents. Puis devant le Stuart Jazoug et D'Ambrosio toujours présents. Donc pour parler de ce match, eh bien tout d'abord on va commencer avec un coup dur puisqu'on va avoir une nouvelle blessure dans cette équipe avec Maxence Lacroix qui va être contraint de céder sa place. Donc la blessure de Maxence se rajoute aux blessures de Kuntz, le capitaine et défenseur central, et de Lambolet, le vice-capitaine et le meilleur passeur de cette équipe. Donc les Sochaliens vont quand même réussir à montrer même de très belles choses avec ces blessures, puisque n'oublions pas qu'ils composent avec une défense remaniée après le changement de la croix, puisqu'on retrouve Johan Baki qui joue à son poste, qui est une promotion interne et qui a été auteur d'un très gros match d'ailleurs, et Nsakala, donc le latéral habituel qui va prendre la place de Lacroix en défense centrale, et donc c'était d'ailleurs le capitaine hier. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça n'a pas déstabilisé les Sochaliens puisque Jazoug va rapidement ouvrir le score après ce fait de jeu sur une action individuelle, enfin une finition individuelle, une bonne percée. Et ensuite, les Sochaliens vont faire le break puisque D'Ambrosio, qui a été à nouveau un poison pour cette équipe d'Aubervilliers, va se faire faucher tout simplement et obtenir un penalty qu'il va évidemment se charger de transformer, et penalty très bien tiré avec un poteau rentrant notamment. Donc 2-0, mais hélas les Sochaliens ne vont pas conserver ce score à la mi-temps puisqu'ils vont encaisser un but à 1 minute de la fin de la première mi-temps, relançant le suspense de cette rencontre puisque Aubervilliers va croire en ses chances puisqu'ils vont être dans un temps fort, début de seconde période, mettant vraiment en danger les Sochaliens, mais des Sochaliens qui donc gèrent très bien leur temps faible et qui vont attendre avant d'inscrire un troisième but. Donc un troisième but sur une passe en retrait de D'Ambrosio de la tête, et Johan Baki, donc le défenseur qui traînait dans la surface, inscrit son but, qui nous permet de faire le break, et c'est donc le deuxième but pour ce joueur qui est une promotion interne. 3-1 puis même 4-1 puisque Sochaux va obtenir un nouveau penalty sur une nouvelle faute visible sur Jordan D'Ambrosio. Donc D'Ambrosio qui se fait à nouveau justice avec un penalty très bien tiré à nouveau. Ce coup-ci un contre-pied parfait. Donc D'Ambrosio il porte son compteur de but à 19 en 14 titularisations, qui est vraiment exceptionnel. Et Jazoug, il va également vouloir inscrire son doublé, tout comme D'Ambrosio.
Et il va donc porter son compteur à 9 buts en 10 titularisations. Donc on clôture ce match sur un score de 5-1. Et donc une très grosse prestation des Sochaliens, puisque on a vu une équipe qui a joué avec beaucoup de maturité, malgré des absences. Ils ont vraiment pas été inquiétés et ils ont vraiment su gérer leur temps faible. Donc vraiment très grosse impression. Et donc au classement, les Sochaliens conservent la première place avec 4 points d'avance sur le deuxième, le FC Metz, ce qui, on va dire, laisse un joker au FC Sochaux en cas d'un mauvais résultat qui n'est pas prêt d'arriver pour le moment. Eh ben, merci Alexis pour toutes ces précisions, et puis on te retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan complet, parce que les matchs vont s'arrêter ou sont déjà peut-être arrêtés. Il n'y a que la CFA2 donc le week-end prochain, puisque c'est la trêve la trêve, même les vacances on va dire, pour les U19, U17 et U4. Donc je pense que il y aura déjà la présentation du match de CFA2, puis on peut revenir faire un bilan également sur les 3 autres équipes avec les résultats, le classement, et puis peut-être aller voir des joueurs et me renseigner sur ce qu'ils pensent du début de saison et vous faire le point. Bah oui, c'est parfait ça, c'est en tout cas un beau programme. Et ben, on te retrouvera lundi prochain à la même heure. Nous, ce sera la dernière émission justement avant les vacances. Les vacances un peu pour tout le monde. Je te souhaite un bon week-end, de bons matchs cette semaine, parce que il y a un gros programme, pardon, pas de problème, non. Justement, il y a un gros programme. Pour une fois qu'on n'a pas de problème. Oui, c'est vrai. Non, je vais pas apporter la poisse. Et puis on se retrouve lundi prochain. À bientôt. Eh bien, bonne semaine et à lundi prochain. Alors. Bonne semaine, à bientôt. Merci Alexis. Allez, on était avec Alexis et maintenant on va ouvrir la page Ligue 2, la page FC Sochaux Montbéliard. Ça va être à vous. On va parler des Sochaliens qui ont 2 gros matchs cette semaine. Et le match contre Marseille ce mardi et le match vendredi contre le Red Star. Et on va revenir sur la rencontre face à Amiens, bien évidemment. La Ligue 2. Eh bien oui, allez, on parle tout de suite. Alors on va parler Ligue 2, mais on va déjà parler du derby corse entre le Gazélec et l'AC Ajaccio. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'il forcément, il y a encore eu des incidents. Mais j'ai trouvé la réaction du président de l'AC Ajaccio très bien. Il y a peu de présidents qui prennent les problèmes à bras-le-corps. Et il s'appelle Léon Luciani. Et vous allez écouter sa réaction. Il était... il était interviewé justement par une radio corse. J'ai pas pu retrouver justement ce qu'il a dit à la fin du match, parce que c'est pas forcément toujours évident de retrouver ce qu'il avait dit, mais écoutez un peu ce qu'il dit justement à cette radio. Que dire de plus ? Le match en lui-même, ce soir, il compte peu, en fait. Il compte peu. C'est derrière, c'est ce qui s'est passé après qui est plus grave, ou pendant. C'est ce qui s'est passé dans les tribunes, et c'est le comportement de ce groupuscule qui est inacceptable et qui doit être banni des stades. Donc nous prendrons bien évidemment rapidement toutes les sanctions nécessaires et toutes les décisions nécessaires afin d'y mettre bon ordre et de ne plus vivre de tels comportements. Quels sont les moyens ? Moi, je crois que je les ai pas inventoriés, les moyens. Je ne sais pas quels sont les moyens. On va regarder. Mais en tous les cas, tous les moyens seront mis en œuvre. Tous les moyens seront mis en œuvre afin d'y mettre un terme. Donc, à partir de demain, dès demain, nous prendrons, bien évidemment, toutes les décisions nécessaires afin de faire de manière qu'il n'y ait plus jamais ça. Parce qu'un stade de football, c'est pas ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne là comme image ? On donne quoi comme image ? On donne une image, la Corse, c'est ça ? Le football corse, c'est ça ? C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça, le football corse. C'est pas ça. C'est pas d'être aviné et de se croire... c'est pas ça. Bon, mais c'est tout. Et on donne une image détestable. On donne une image détestable et ça, il est hors de question que ça continue. Hors de question. Eh ben, bravo à ce président qui va prendre le problème à bras-le-corps. C'est vrai que la Corse, c'est pas ça, le football corse non plus. Mais c'est vrai que avec ce qui s'est passé à Metz, je voulais rebondir un petit peu là-dessus parce que j'avais trouvé le discours du président très intéressant. En tout cas, lui, il prend ses responsabilités. Et c'est une bonne chose car ils ont banni un groupe d'ultra de l'AC Ajaccio. Donc c'est une décision
voilà, une décision pleine de responsabilité et je voulais qu'on le souligne ce soir. Allez, on va juste revenir avant d'accueillir justement Bernard sur les résultats de cette Ligue 2 avec Brest qui est allé battre Nîmes 2-1. Niort et Le Havre ont fait un but partout. Le Red Star et Valenciennes 2 buts partout alors que le Red Star menait 2-0. Justement, un petit mot juste pour parler du Red Star avec justement l'entraîneur qui a été démis de ses fonctions, Rui Almeida. Le président du Red Star, Patrice Haddad, il a tranché, il n'a pas attendu la trêve hivernale pour opérer le changement et ce lundi, le club odonien qui était promu l'an passé en Ligue 2 a annoncé que Rui Almeida était relevé de ses fonctions d'entraîneur. Donc le club du Red Star est 16e après 18 journées. Donc en une semaine, ils viennent de subir une élimination en Coupe de France, mais aussi une fin de match catastrophique face à Valenciennes. Ils menaient 2-0, Valenciennes est revenu à 2 buts partout. Allez, on passe au Gazélec Ajaccio. Là, c'est Ajaccio. Le Gazélec a infligé une correction à son voisin. 4-1. 3 et Auxerre ont fait un match nul, 1 but partout. Tours et Laval, 1 but partout avec Marco Simone qui était sur le banc lavallois, lui qui était à Tours il n'y a pas si longtemps. Il y a eu des problèmes avec le président de Tours. Le président de Tours est venu le saluer avant la rencontre et en plus ça a fait sourire Marco Simone et qui a indiqué que le président, quand il était du côté de Tours, était pas venu lui serrer la main pendant de longs mois et que là, le jour au lendemain, il venait lui serrer la main. Allez, également entre Bourg-Péronnas et Clermont Foot, 1 but partout. Et ce samedi, Strasbourg a battu Lens, 3-1. On va revenir justement sur le résumé du match entre Amiens et Sochaux et après on va justement prendre Bernard au téléphone justement pour voir ce qui s'est passé dans cette rencontre. C'est l'un des chocs de cette 18e journée de Dominos Ligue 2. Amiens 5e reçoit Sochaux 7e. En cas de victoire et de conjugaison de résultats favorables, Amiens pourrait reprendre la tête du championnat, alors qu'à l'inverse, un succès sochalien les propulserait sur le podium, eux qui viennent de prendre 7 points en 3 matchs. Mais attention, la défense amiénoise est la plus imperméable de la saison avec 12 buts encaissés. Première occasion pour Sochaux avec Moussa Sao, mais son tir s'envole dans le ciel picard. Le milieu de terrain pouvait bien mieux faire sur cette action. Le début de match est en faveur des Lyonceaux avec un coup franc tiré par Tardieu. Combinaison subtile avec André Atsima, le tiré de contrée. Il faut un arrêt réflexe de Gürtner pour priver les Sochaliens d'une ouverture du score. Gürtner prouve ici qu'il est devenu l'espace d'une demi-saison l'un des meilleurs gardiens de Dominos Ligue 2. Réaction amiénoise avec cette combinaison entre les attaquants picards. Il ne leur en faut pas beaucoup pour s'illustrer. Jonathan Tinan en tête, qui a déjà marqué à 6 reprises. Et on n'était pas loin du 7e sans cet arrêt capital de Maxence Prévost. Dans la foulée, Sochaux est en possession du ballon, se défait du pressing amiénois. Côté gauche, on lance André Atsima dans la profondeur. Seul face au défenseur picard, il se retourne et place une frappe soudaine croisée du gauche. Gürtner ne peut rien faire. Sochaux est récompensé de son bon début de match grâce à Faneva. André Atsima, 9e but de la saison pour l'ancien joueur d'Amiens lors de la saison 2009-2010. Et avec 6 buts inscrits en première période, c'est le meilleur buteur du championnat sur les 45 premières minutes. La pause est sifflée à la licorne et pour l'instant la statistique historique se confirme. Amiens n'a plus battu Sochaux à domicile depuis 69 ans. L'unique succès était en 47, une autre époque. Et la physionomie du match est identique au retour des vestiaires. Les actions sont en faveur de Sochaux. Sao du pied droit fait la différence mais but sur Gürtner qui maintient en vie son équipe. Amiens a des difficultés à s'approcher de la cage doubiste. Seule opportunité sur ce centre de Chariot au deuxième poteau. Dibassi, arrivé lancé, voit sa tête passer à côté. Une ultime occasion pour Amiens sur coup franc avec Richard Souma dans la surface. Mais personne pour le reprendre et le ballon file en sortie de but. Amiens s'incline à la licorne pour la première fois depuis septembre et un revers contre 3. Il faudra se ressaisir pour les Picards, désormais 6e, qui voit Sochaux passer devant eux. Et la semaine prochaine, Amiens ira à Laval pendant que Sochaux recevra le Red Star. Eh ben oui, une belle victoire sochalienne. Eh ben on va recevoir justement Bernard. Allô Bernard ? Bonsoir. Comment ça va Bernard ? Oui, ça va. Ça va ? Après une belle victoire sochalienne, ça va bien ? Oui, avec la victoire. Mais on doit gagner ces matchs largement plus, quoi, parce que Sao, il a 2 ou 3 opportunités, quoi. Oui, déjà 1-0, c'est déjà pas mal. Déjà qu'on prenne 3 points.
Voilà. C'était pas facile. Comme je dis, l'essentiel, c'est les 3 points. Oui, Voilà. c'était pas évident face à une belle équipe d'Amiens qui était une des meilleures défenses du championnat et en cinquième position en plus. Oui. Ah oui, ils ont une belle équipe, ils jouent bien les contre à fond. Hein. Bah, ils jouent, surtout quand ils se projettent, ils partent à 5-6. C'est ce qu'avait justement indiqué Albert Cartier en conférence de presse. Et il avait raison, c'est vrai qu'ils se projettent très vite vers l'avant. Ils ont de très bons joueurs également. Ils ont une très bonne défense. Car on a mis qu'un but, mais voilà, un très beau but de Faneva qui laisse peu de chance. Le même demain contre Marseille. Alors, est-ce que ça te ferait plaisir, Bernard, de réentendre ce but de Faneva? Ah oui. Allez, on va justement réécouter le but. Mission elle est bonne, à la course là maintenant Andrea Tima, oh il a résisté, il est passé, Faneva Andrea Tima, qu'est-ce qu'il va faire Faneva Andrea Tima, la frappe et le but, il est récompensé de ses efforts là sur cette occasion, Faneva Andrea Tima, c'est son 9e but de la saison. C'est bien pour lui et j'ai failli dire mais pourquoi il la joue pas tout de suite Régis, on a eu la même réaction et puis finalement on se complique quand même un petit peu la tâche parce que le contrôle est bien, ce qui lui permet de se remettre sur son pied gauche, voilà, et puis tenter cette frappe croisée qui vient de Bart Gürtner qui était bien avancé, mais vous voyez cette frappe passe entre les jambes. Ben oui, il était bien avancé, mais voilà, la frappe passe entre les jambes, mais ça finit au fond et c'est ça le principal. Oui. Alors, oui. Non, elle passe pas entre les jambes du gardien. Non, elle passe pas entre les jambes du gardien. Elle est à ras du poteau, du poteau. Oui, parce que le commentateur il dit c'est compliqué la tâche. Non, comme il a dit en conférence de presse, après le match. Oui, on va l'écouter après. Il a dit je vois le défenseur qui part à droite, moi je pars à gauche, j'ai fait mon boulot, terminé, voilà quoi. Exactement, c'est un but de buteur, on va dire, il y a pas d'autre mot, c'est une réalisation de buteur. Alors justement, on va parler du prochain match, hein. Bon, il y a le Red Star bien sûr qui arrive, mais il y a aussi ce match face à l'Olympique de Marseille, ce sera ce mardi à 21h au stade Bonal. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de cette rencontre? Justement, Albert Cartier appelle le public, hein. Voilà ce qu'il dit, c'était en conférence de presse tout à l'heure, c'est bien pour notre public de jouer ce type de match à Bonal. Il apprécie aussi la nouvelle formule de Coupe de la Ligue sans prolongation, je le rassure, moi aussi j'aime bien, ça permet de rentrer quand même rapidement. Il parle aussi de l'appui du public qui ne peut que nous aider. On ne gagne pas ce genre de match sans le soutien de nos supporters. Alors, est-ce que tu seras présent ce mardi au stade Bonal? Non, moi je ne serai pas, mais j'ai regardé à la télé. Parce que moi je travaille du matin, je me lève à 3h30. Donc, après, oui, c'est compliqué, c'est pas évident. Après, ça fait tard, mais j'y serai vendredi pour le Red Star. Bah oui, le Red Star, un match important, comme l'a souligné Albert Cartier, il a dit que c'est notre match à nous de Ligue des Champions. Bon, on espère, on verra ce qui se passera, mais il va falloir gagner aussi cette rencontre. Merci. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est sûr, ça serait bien de gagner notre Red Star, parce que j'ai vu qu'il y avait Lens, Gazélec, un petit match nul, et puis on pourrait être sur le podium à l'après. Attention au choc psychologique du côté de Red Star, qui s'est séparé de son entraîneur Rui Almeida. Il faudra faire attention également à ça. Oui. On sait toujours que les joueurs ont... Je pense que ça va être le dernier match de l'année à domicile. Je pense que Sochaux va vouloir finir en montée, je pense. Je pense aussi. Je pense que les joueurs auront à cœur aussi de terminer en beauté. Puis ça serait une belle semaine. Élimination de Marseille. Sochaux gagne vendredi soir. En ayant gagné à Amiens, ça serait, en tout cas, on passerait les fêtes au chaud et de belle manière. Et justement, avec l'actionnaire qui a remis de l'argent dans le club. Voilà, et non pas 3 millions d'euros et apparemment 6 millions d'euros, donc le double. Et il a remis de l'argent et apparemment on parle de 2 renforts offensifs qui arriveraient du côté de Sochaux, donc c'est-à-dire un milieu offensif et un attaquant. Voilà mes dernières infos. Après, on verra si elles sont avérées ou pas. Bon, merci Bernard, on va te laisser et puis on va te souhaiter un bon match face à Marseille, un bon match face au Red Star. Peut-être qu'on se croisera dans les travées du Stade Bonal. À bientôt, bonne soirée. Oui, bonne soirée et puis allez Sochaux. Bien sûr, allez Sochaux. Allez, on va justement écouter la réaction d'Albert Cartier, de Christophe Pélissier, l'entraîneur de cette équipe d'Amiens. Oui, parce que le match a été difficile, mais on s'y attendait.
On savait qu'on tombait sur une bonne équipe d'Amiens qui a un jeu intéressant, qui est difficile déjà à bouger défensivement, et puis surtout qui a une capacité à jouer peut-être même supérieure à la nôtre. Donc on savait que ça serait un match difficile. On savait aussi que ce serait un match serré vu le classement des deux défenses, celle d'Amiens et celle de Sochaux, qui sont les 2 meilleures défenses du championnat. Mais ce qui est intéressant pour nous surtout, c'est qu'on a gagné par rapport au plan de jeu et par rapport aussi à ce qu'on a travaillé cette semaine. Voilà, sans rentrer dans les détails. Mais on avait travaillé des situations cette semaine et on les a retrouvées. Et c'est celles-ci, peut-être pas qui nous ont fait marquer, bien que, mais surtout celles-ci qui nous ont permis de nous créer des occasions et mettre du danger sur l'adversaire. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est sûr que c'est une belle opération. Voilà, je crois, une 5e place, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je crois qu'on gardera cette 5e place au terme de cette 18e journée. C'est bien. Avec encore un dernier match à domicile qui est contre le Red Star. Voilà. On a un 8e de finale de Coupe de la Ligue, là, et puis on aura pour nous presque un match de Champions League pour nous, contre le Red Star. Ça va être un gros match. Donc, avant d'arriver au fait. Donc, il y a encore des choses intéressantes à faire. On a retrouvé aussi une certaine stabilité et une efficacité défensive qu'on avait perdue. Il faut savoir qu'on a quand même eu l'absence, et on a toujours celle d'Olivier Werner, donc, qui ne rentrera à mon avis que vers le mois de février, et puis celle d'Adolphe Tekeu, qui avait été aussi absent pendant 10 semaines. Donc c'était quand même beaucoup, quoi. On a joué aussi parfois avec des suspendus ou des blessés, et notre défense n'était plus du tout celle qu'on avait connue lors des 10 premiers matchs, et on a eu des difficultés, on a pris des buts, et ce qui n'était pas très récurrent chez nous jusqu'à maintenant. Donc là, on a retrouvé de l'efficacité et on sait toujours qu'on a l'occasion de marquer un but sur un coup de pied arrêté, sur la vitesse de nos attaquants. Voilà, donc c'est une belle opération et le fait qu'on ait retrouvé une certaine stabilité défensive nous permet de faire des résultats. Un collègue m'avait posé la question hier en conférence de presse d'avant-match et je leur avais dit que je n'avais pas senti vraiment les joueurs obnubilés par ce match contre Marseille. Non pas qu'on a l'habitude de jouer contre Marseille, mais c'est pas mais je les sentais bien dans le match d'aujourd'hui et ils étaient concentrés dans la semaine. Et voilà. Donc j'avais pas de crainte sur l'envie, sur le dynamisme et l'enthousiasme qu'ils auraient ce soir. Après, ce que je craignais surtout, c'est la qualité, bien sûr, du jeu d'Amiens. Tout ce qui amène une touche négative pour le FC Metz, forcément, ça c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir, voilà. Mais je sais que c'est un club solide, c'est un club sain, c'est un club avec des valeurs, et cette équipe va montrer, ses joueurs, ce club, Philippe, le coach, qui est mon ami, montrera avec l'entourage, l'environnement du club que les dérapages peuvent arriver. On peut pas tout maîtriser, il faut le savoir. Voilà. C'est facile de dire ouais, c'est de la faute des dirigeants messins, c'est de la faute du club. Oui, mais c'est difficile de canaliser 20 000, 15 000, 20 000 personnes. Mais en tout cas, ce club, sur ses valeurs, sur ce qu'il a déjà fait et sur ce qu'il fera encore, démontrera que c'est un club sain avec des supporters sains. Voilà. La grande majorité, pour ainsi dire la plupart, 99,9% des supporters messins sont des gens sains et qui aiment le football, qui respectent le jeu. Et ils sont tous, parce que moi j'ai des contacts aussi, des supporters m'appellent, m'envoient des textos pour me faire part. Ils sont tous touchés par ce qui s'est passé. Voilà. Ils sont déçus, touchés, et ils n'aiment pas cette image que l'on donne de leur club. Voilà. Donc, bien évidemment que c'est des incidents qui sont assez graves, mais je pense que le temps aidera le FC Metz à passer au-dessus de cet incident-là, qui, de toute façon, est regrettable, on le sait tous et on le dit tous, il n'y a pas à discuter. Non, c'est sûr que j'avais dit en préparant ce match à mes joueurs que c'était pratiquement deux équipes
jumelles qui se rencontraient avec les mêmes forces, hein, et que voilà, on savait qu'avant le match que l'équipe qui allait ouvrir le score allait faire un grand pas parce que les deux équipes ont des qualités défensives, des qualités collectives. Sochaux l'a montré, ils ont ouvert le score. Après, ça a été très dur pour nous. Après, je suis pas satisfait moi de notre première mi-temps parce que je trouve qu'on a manqué d'intensité, on a manqué d'engagement pour pouvoir les mettre en difficulté. On s'est bien repris sur la deuxième. C'est vrai qu'on a eu plusieurs situations, on aurait pu peut-être égaliser, mais voilà, on savait qu'on avait affaire à un bloc socialien très, très solide. Ils l'ont montré ce soir. Bah oui, ils l'ont montré ce soir, nos Sochaliens. Ils sont allés s'imposer du côté d'Amiens, 1-0. On va voir aussi la joie des Sochaliens avec les supporters. C'était assez sympa, donc bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement du côté du stade de la Licorne. Axel, côté! Axel! Défends! C'est fini, arbitre, là-haut! Devant! Devant, Axel! C'est fini! Oh! Ah, on a envie de l'entendre, cette chanson. Ça va, tous ces chanteurs, hein, on a envie de les entendre, bien sûr, à chaque rencontre. Oui, en concert. Ça serait en tout cas une bonne chose. Ça prouverait au moins qu'on n'a que des victoires. Mais celle-là, en tout cas, elle était très importante. On a justement vu Aziz Bourras et aussi... vous ne l'avez pas vu, mais... On l'entend, Aziz Bourras et justement Albert Cartier qui sur le banc sont explosifs. Hein, il demande à Axel, on entend Axel, c'est Axel Actas, hein, c'est son premier match également, de se replacer. Enfin, tout le monde était très tendu, mais le coup de sifflet final a délivré en tous les cas tout le monde. Et on va justement écouter aussi les réactions de Fanny Vandretsima qui explique son but, de Johan Ramaré, et je pense que j'en oublie un, je crois que c'est Florin Berenguer. Marcus m'a donné en profondeur, pied gauche en une touche. J'anticipe un peu sur mon côté droit. Du coup, le défenseur, en fait, essaie de me bloquer côté droit, mais du coup, j'étais parti au côté gauche. Et du coup, j'ai chopé le ballon. Et il a fait faute, mais j'ai décidé de ne pas tomber pour le contourner, frapper sur mon pied gauche. Et j'ai eu la réussite parce que c'est parti en petit filet. On a bien démarré, on a eu une bonne entame, on a réussi à mettre ce but, on a eu une bonne occasion aussi en début de match, on arrive à mettre le but par Fané, donc on arrive à gagner 1-0. Et après je trouve qu'on recule un peu, dès l'instant où on a mis le 1-0, on a reculé un peu, on a plus subi. Mais bon, on a été bien en place, on a fait ce qu'on devait faire aussi, ce qu'on s'était dit avant le match, être costaud et mettre des contres, parce qu'à domicile ils n'avaient pas pris beaucoup de buts, donc ça n'allait pas être facile. On aurait aimé plus de maîtrise en deuxième mi-temps, mais on n'a pas été trop en danger, C'était le plan d'être des lignes serrées. On sait que quand on est comme ça, avec ces valeurs, on est dur
dur à manœuvrer et qu'on ne concède pas tellement d'occasions au final et que surtout on a les armes pour leur faire mal en contre. Et si on négocie mieux un ou deux ballons, je pense qu'on peut carrément tuer le match, mais on ne va pas faire la fine bouche. Lisons, c'est à moi aussi de montrer, à montrer la voie avec notre jeune équipe. Après, si je peux l'aider l'équipe en marquant ou à faire des efforts, je refais. Après, si je suis un peu moussé, peut-être il y a d'autres aussi qui prennent le relais. Mais bon, l'essentiel, c'est que les mecs plus expérimentés montrent la voie. On est dans la foulée, je pense, du match de Bourg il y a 15 jours, où on avait fait aussi une prestation solide. Après, on n'avait pas été récompensé. Ce soir, on l'est, donc c'est bien. Et on sait qu'à l'extérieur, on a de la vitesse devant. On peut faire mal à beaucoup d'équipes si on est solide. Et on a une belle dernière semaine à faire, là, en prenant 3 points ce soir. On a un gros match mardi pour le public et pour nous tous à jouer contre Marseille. Et essayer de terminer le mieux possible aussi le championnat, maintenant que on recolle un peu à ceux de devant. On a un match, un 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Marseille. Puis après, on aura un match de Champions League contre le Red Star. Notre Champions League à nous. Voilà, notre Champions League à nous. Parce que c'est de là qu'elle te vient ton expression. Ouais, exactement. Tout à l'heure, Fred, tu l'as dit, exactement. Il fallait attendre un petit peu qu'Albert Cartier passe et nous dise voilà, c'est notre Champions League à nous. Faut bien préciser la petite nuance. Allez, on a fini justement avec le FC Sochaux Montbéliard. On va basculer vite sur le national pour vous donner les résultats avec pour la 15e journée, Béziers qui a battu les Herbiers 1-0, Chambly et Pau FC 0 partout, Épinal s'impose à Châteauroux 5-0, Dunkerque a battu Lyon-Duchère 3-0, l'US Avranches a battu le CA Bastia 2-0, Sedan et Belfort 1 but partout. On va écouter justement le résumé juste après l'annonce des résultats. Le Paris FC s'est incliné face à Boulogne-sur-Mer 2-1 et Consola Marseille Quevilly 2 partout. Et ce samedi, il y avait Concarneau qui a battu Créteil 3-0. On écoute justement le résumé de ce match Sedan-Belfort. Deux équipes qui jouent très gros ce soir, ici sur cette pelouse de Duboguez. La tête de l'attaquant sedanais, Caboret, ça ne suffit pas. Et balle de contre à exploiter peut-être pour les joueurs de Belfort. La frappe et la parade de Willy Mayence sur cette frappe forte. Belhadj. Nadir Belhadj qui va fixer. Nadir Belhadj qui réussit à effacer un joueur. Le centre peut-être de Belhadj. Centre-tir de Belhadj devant la cage avec Moufi. Moufi qui efface un joueur, Moufi qui met en profondeur pour Caboret, Caboret qui frappe et qui a ouvert son pied, mais Véron qui gagne son duel. Les supporters du CS Dardenne, tentative de centre dans le paquet, la remise pour Belhadj, la frappe complètement dévissée de Nadir. Belhadj à la manœuvre, s'est enveloppé, s'est tendu dans le paquet, au deuxième poteau, l'immanquable pour Alexandre Durimel ou non, Clément Simoté. Très vite, on n'est pas aligné du côté de Sedan. Et ça peut permettre aux Belfortins de contrer avec cette balle en retrait. Avec la tentative de Lorraine, c'est au fond. L'ouverture du score pour Belfort sur cette reprise de volée. Imparable de la part de l'ancien Sedanais Honoré qui crucifie la formation sedanaise dans cette 44e minute de jeu. Petite balle en cloche, deuxième poteau. La tête sedanaise, c'est le poteau. Le poteau qui saute. On en fait un peu trop sur le côté lorsqu'on appelle Ange-Freddy Plumin. Couverture qui n'est pas alignée. Et attention, ça va aller vite devant le but. La frappe, c'est repoussé, c'est pas terminé. Et finalement, on va s'emparer de ce ballon vraisemblablement du côté du Mayence. Et centre fort de Caboret dans la surface. Avec Ange-Freddy Plumin qui va frapper. Mais qui ne va pas cadrer. C'est pas d'action. C'est enveloppé. La tête en déviation. C'est au fond. Égalisation sur cette tête de Simoté, me semble-t-il. 72e minute de jeu. Un but partout dans cette partie, je vous le disais. On sort. La perforation peut-être. Le retour de Dexé, ça ne suffira pas. On essaye de se mettre en position de frappe, c'est frappé. Et finalement Willy Mayence qui repousse cette balle en corner. Peut-être un contre Nadir Belhadj. L'appel d'Ange-Freddy Plumin. Belhadj qui va mettre en profondeur pour Plumin dans la surface de réparation. La frappe croisée. Et la parade de la part du gardien de but. Oh, le ballon d'hier. Kanté, Simoté qui crochette toujours. Simoté qui va décaler pour Plumin. Plumin peut-être pour Belhadj. Belhadj qui va centrer peut-être dans la surface de réparation. Premier poteau. Et le maillon qui vient s'écrouler. Ah oui, le ballon qui vient s'écrouler, mais il s'écroule avant la ligne d'en but, de but plutôt. En but, c'est pas pareil. En but, c'est un autre sport. C'est au rugby. C'est au rugby, exactement. Avec, premier Boulogne-sur-Mer, 28 points. Deuxième Concarneau, 27 points. Troisième Dunkerque, 25 points. En bas de classement, on retrouve 15e Épinal, 16. Belfort, 16e avec 15 points. Le Paris FC, 14e, 17 points. Et 18e, Sedan avec 10 points. Le prochain match, ce sera au stade Serzian. Ce sera en même temps que le FC Sochaux-Montbéliard à Red Star. Mais ce sera contre le Paris FC que doit absolument battre Belfort. Exactement. Allez, on passe. On vous donne justement les résultats de la CFA2
En CFA, il y avait un match pour Jura Sud Foot, mais il a été arrêté. C'était à Mondor d'Azergues. En CFA 2, voici les résultats. Ornans s'est incliné à 3, 2-0. Pontarlier affrontait le leader Sainte-Geneviève et Pontarlier va passer en tête puisque Pontarlier a battu justement Sainte-Geneviève 2-0. Des buts de Collier à la 31e et Cissé à la 90e. Selongé, Dijon-B reporté. Guignon s'est incliné chez lui face à Ivry 2-0. Sénart-Moissy et le Racing Besançon ont fait 0 partout. Et le Besançon Football Club face à Noisy, 1 but partout. L'équipe de Soyon Sport était présente. On était avec Fred justement. C'était du côté de Saint-Claude car le stade Léo-Lagrange était impraticable. Et le Besançon FC avait ouvert le score par Boussaïd à la 41e minute de jeu. Et c'est finalement Noisy en fin de rencontre qui avait sur penalty et qui avait pris l'égalisation. Noisy qui est bien sûr qui est 3e au classement. Au classement, on retrouve premier Pontarlier avec 25 points, deuxième Sainte-Geneviève 23 points, troisième Noisy 20 points. En bas de classement, on retrouve Sénart-Moissy 12e, le Racing Besançon est 13e avec 9 points et ferme la marche le Besançon Football Club 14e avec 4 points. On vous rappelle que ce samedi 17 décembre, il y aura le derby entre le Racing Besançon qui recevra le Besançon Football Club. Ça se passera... que la pelouse sera praticable. Oui, on ne sait pas trop, c'est que ça va se passer exactement. Allez, on va passer cette fois-ci dans peut-être un appel. On va voir qui nous appelle. Peut-être quelqu'un qui va revenir sur quelque chose avant qu'on passe justement au handball. Allez, on va recevoir cette auditrice ou cet auditeur. Auditrice. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je crois reconnaître la voix. Ça. C'est une supportrice du Racing Besançon qui nous appelle. Ça se peut, oui. Ça se peut, non? Ah, ça a changé? Oui, bien. Ouais, ça a changé? Oui, j'ai changé. Ah, vous avez changé de club? Ouais. Ah, alors, vous avez opté pour quel club? Pour demain. Le quoi? Vous savez, votre émission s'appelle Soyons Sport. Oui, on est très sport ici. Bon, vous êtes sportif quand même, hein? Ah oui. Parce que vous êtes pour Sochaux. Bon, je suis pour Sochaux, tous les clubs de la région, en premier, oui. Oui, mais moi demain je suis pour l'OM, alors Soyons Sport. Ah bah, Soyons Sport. On va raccrocher tout de suite. Oui, alors, d'ailleurs. Ah, allô Dominique, on vous entend plus. Bip, bip. Non, bah, bien sûr. Ah, bah, le meilleur gagnera en tout cas demain soir. Mais il sera jaune et bleu, bien évidemment. Ouais. Non? Comment? Vous n'êtes pas persuadé? Il sera jaune et bleu, bien évidemment. Oh, vous pouvez toujours rêver. Ah bah il faut, le rêve. C'est beau de rêver. Ça entretient l'espoir, non? Ben oui. Vivre. Ah, faut attention parce que Marseille a souvent eu du mal à Sochaux, au Stade Bonal. Hein. Oh, l'OM a une chance de gagner. J'ai vu plus de victoires de Sochaux contre l'OM que l'inverse. Hein. L'OM a une chance de gagner s'il y a du brouillard. L'année dernière, en Coupe de France, Sochaux, ils ont été éliminés par Marseille. 1-0, oui. Bah justement, on va reprendre notre revanche. On va prendre notre revanche. En plus, on est dans une bonne spirale. Alors, c'est New York-Pékin, le match? C'est New York-Pékin, rapport aux investisseurs. Ah oui. Oui. Bon bah, oui, les Pékin, hein. C'est un peu ça. Mais il a remis de l'argent, Monsieur Lee. Oui. Il a remis de l'argent et il y a des renforts qui vont arriver au mercato. Et il va remettre de l'argent en janvier, apparemment. Comment? Le match, il sera passé. Ah oui, oh bah c'est sûr que oui, pas pour demain. Alors, est-ce qu'on va avoir le derby samedi? Ah bah ça c'est... Jouera pas. C'est une bonne question, on va voir comment va être le terrain du stade Léo-Lagrange, ça pose de... Parce que je vois mal le derby jouer à Saint-Claude. Oui, non, je pense qu'il n'aura pas lieu à Saint-Claude. Vous mettrez les spectateurs. Je pense que si la pelouse est impraticable, le match sera reporté, à mon avis. Il y aura peut-être un match Comboul-Rosemont à la place. Qui décide ou la Fédé. Bah oui, après ils décideront, mais c'est vrai que ça devient très compliqué. On ira jouer à Sochaux. Comment? On ira jouer à Sochaux. Ah, ça fait peut-être un peu loin dans Sochaux, là. Oui. Peut-être un match Comboul-Rosemont. Voilà, à mon avis, ils n'accepteront pas. Bon, ben on va vous laisser, Dominique. Oui. Merci d'avoir appelé. Et puis, on se verra sûrement ce week-end sur les terrains. Peut-être ce week-end. Peut-être. Il n'y a pas trop de neige et de glace. Ouais. Mais ils n'annoncent pas de neige, d'après la météo. Non, la neige, mon avis. Non, mais c'est le gel qui est embêtant. C'est le gel qui est embêtant. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait ça, c'est le gel. Il y avait presque 20 cm de glace samedi matin au stade. C'est ça. On va pouvoir faire une nouvelle patinoire à Besançon. Oui, ça va être une sacrée patinoire, là. Ouais. Allez, on va vous laisser. Comment? C'est du spectacle, le patinage. Exactement. Holiday on Nice. Ou Alors, Besançon on Nice, comme on veut. On peut choisir. Est-ce que vous avez signalé le nouveau nom du stade de la Malcom, du complexe de la... Non, on l'a pas signalé. Vous allez le faire parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'informations ce soir que il y a deux choses. Il y a le Palais des Sports et puis le stade Léo. Hein. Mais l'autre, j'ai
pas, c'est Yalouz. Oui, c'est Gagny Yalouz. Yanni Yalouz au Palais des Sports. C'est ça. Et Michel Vautreau. La Malcolm, ce sera le complexe sportif Michel Vautreau. C'est ça, tout à fait. Bah, c'est très bien, en tout cas. Merci de l'avoir souligné. C'est moi qui ai souligné tout à l'heure l'erreur de classement. Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai encore le classement de la veille en fait, parce que j'enregistre pour tout savoir. J'enregistre pour le lendemain, le lundi, et je n'ai pas encore le dernier match. Donc c'est vrai que en plus je garde les feuilles, donc j'ai pas eu le temps aujourd'hui. C'était un peu compliqué, c'est un peu la bousculade. C'est sportif, on va dire. Bon. Merci Dominique, merci d'avoir appelé. Et puis à plus. Oui. Allez, Racing. On se voit mercredi pour en parler. Allez, Sochaux. Ah ben vous voyez, vous avez déjà changé de club. Ça y est, vous n'êtes plus pour Marseille, c'est pour Sochaux maintenant. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, À bientôt. Allez, on va terminer cette émission avec un... Allez, on va changer carrément de sport, on va parler handball. Est-ce que vous avez suivi un peu l'Euro ? Vous avez suivi l'Euro de handball, messieurs ? Je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Vous n'avez pas suivi, alors qu'il y a deux francs-comtoises quand même dans cette équipe. J'ai suivi de loin et les Bleus... Bah oui, il y a Amanda Kolczynski, l'allière de l'ESBF, qui a fait l'Euro 2016, mais il y a également Laura Glauser. Alors vous avez suivi peut-être France-Espagne avec Alison Pino qui a marqué à la dernière seconde du match. Bah justement, on va revoir le résumé de cette rencontre et après on repassera les fameuses 10 secondes. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre avec donc une équipe de France qui se doit de l'emporter après les succès dans ce tour principal, dans ce groupe 1 des Pays-Bas et de l'Allemagne qui étaient les adversaires des Bleus lors du premier tour. Elles se doivent de l'emporter pour rejoindre justement ces deux équipes. Les Françaises, elles sont opposées à l'Espagne qu'elles connaissent parfaitement. On les retrouve en attaque avec Nuncia Nyombla, Estelle Nzeminko, Camille Eglon-Soraya, la base arrière qui avait débuté face aux Pays-Bas. Le premier bon service, et ça a été bien défendu face à Béatrice Edwige. On espère qu'il y aura beaucoup de buts, j'en doute, mais on espère. Oui, on espère pour l'intérêt et le spectacle de cette rencontre. Ça s'est bien vu, ça s'est un petit peu désuni en secteur central. Alison Pino. Ben voilà, Alison Pino se shoot, voilà ce que l'on attend d'elle. Ouais, elle fait une très très bonne compétition. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'elle a été utilisée. Et Nuncia Nyombla, voilà, toutes les arrières s'y mettent chacune leur tour. Alexandra Lacrabert, Alison Pino, Nuncia Nyombla désormais. Avec Nerea Pena. Ouais, le bon décalage. Ça joue bien en attaque, ça joue vite et sont efficaces les Espagnols. Ouais, en première mi-temps, c'est Pena là, qui rentre avec son numéro 25 qui a été vraiment un poison pour les Françaises. 4 buts marqués, elle toute seule, sur 5 tentatives. Ouais, avec ce décalage qui est fait, elle avait un angle très très favorable. Carmen Martin et l'écart se creuse. Ce sont des ailières très rapides, très efficaces au tir. Et voilà, ça c'est très bien combiné avec cette prise d'intervalle d'Estelle Nzeminko. C'est dommage, il y avait une occasion de revenir à un petit but. Maintenant elles sont revenues à 6 contre 6, les Espagnols. Nerea Pena qui libère. Heureusement, la passe n'était pas très bien donnée. Quelle passe merveilleuse, Laura Glauser qui gagne son duel. Et qui vient brancher derrière Chavez. On sait qu'elle aime ça. Elle fait honneur à son rang, cette équipe de France de nation, la moins punie, la moins sanctionnée de 2 minutes. Pour l'instant dans cet Euro, Alexandra Lacrabert qui trouve une solution. Et voilà, les Espagnols ont un coup de mou. Les Françaises en profitent et recollent. 18 partout. Il y en a une de plus. Allez, il faut encore se battre en défense pour récupérer ce ballon. Oh, et ça va passer. On retrouve Carmen Martin. Oh, la bonne lecture de Laura Glauser qui gagne son duel. Pour sa 201e sélection avec l'équipe de France. Et celui-là, il est extrêmement important. Et oui, on va juste revenir sur les fameuses 10 secondes où Alison Pino marque le but de la victoire française. On a entendu, on le gagne ce match. Il y a peut-être de l'espoir encore pour les Françaises. En tout cas, on y croit. Il reste 7 secondes. Offensive espagnole. La reprise de dribble. Il reste 4 secondes à jouer. Alison Pino, il n'y a pas de gardien. Oui, c'est la victoire française avec une fin de match totalement renversante. Alison Pino qui avait
avait égalisé sur le jet de 7 mètres et qui vient marquer dans les tout derniers instants. À chaque fois, les duels entre la France et l'Espagne tiennent toutes leurs promesses. On a gagné. Ils sont fous, Oui. les commentateurs. Ah, mais c'est ça. Mais faut aller voir un match. Moi, je conseille à tout le monde d'aller voir un match de l'ESBF, par exemple, à Besançon, ou même un match de football avec des féminines. Ah, je vous assure, c'est comme ça. C'est des guerrières sur le terrain ou le parquet, ce que vous voulez. Et franchement, vous avez passé un très bon moment. On va revenir. J'ai juste oublié de poser la question pour la place face au Red Star. Alors, vous avez quelques minutes pendant que justement Thomas va nous poser une petite devinette. Donc, c'est un joueur qui joue du côté du Red Star qui a joué à Sochaux. Il est gardien de but. Hein. Allez, c'est parti. À votre téléphone 03 81 50 67 51 pour gagner votre place pour le Red Star de ce vendredi. Dépêchez-vous, c'est parti. Allez, on cherche un gardien de but qui a été formé au FC Sochaux-Montbéliard et qui est du côté du Red Star. Allez, je vais vous poser une petite question en attendant à vous, Fred et Fred. Quel est le point commun entre Anelka, Karambeu, Torres, Mata, Pepe et Ronaldo? Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y en a certains qui ont joué au Real Madrid, mais pas tous. Hein, parce que... Alors, pour vraiment donner cette liste complète, on peut rajouter Koeman, Van Arle, Vandenburg, Van Brunkelen et Suarez Miramontes. C'est quoi, des marques de tulipes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, je peux vous donner des dates. Suarez Miramontes, 1964. Les 4 Néerlandais que j'ai cités, 1988. Anelka Karambeu, 2000. Torres Mata 2012 et Ronaldo Pepe 2016. Alors, le point commun entre tous ces joueurs, c'est ça? Entre tous ces joueurs, et j'ai même donné les années. Ah, c'est compliqué. T'es sûr que c'est pas le Suarez de Barcelone, tu voulais dire, non? Oui, c'est sûr. C'est compliqué. Bon, alors Fred, tu vois pas? Non, tu vois pas du tout. Alors, si je vous donne un indice, c'est par rapport au trophée qu'ils ont remporté ces années-là. Au trophée champion d'Espagne? Non. La Ligue, non, j'aurais dit Ligue des Champions, mais rappelez-vous en l'an 2000, Anelka et Karambeu. L'Euro. Ils ont gagné l'Euro. Ils ont gagné l'Euro avec la France et ils jouaient Oui. dans quelle équipe, dans quel club? Le Real. Ils jouaient avec le Real. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné avec le Real en 2000? La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, voilà. Le point commun, c'est que tous ces joueurs que la j'ai même année, cités en fait. ont gagné la même année l'Euro et la Ligue des Champions. Donc Suarez Miramontes avec l'Espagne en 64, il a gagné l'Euro et avec l'Inter, il a gagné la Ligue des Champions. Les 4 Néerlandais, je ne vais pas répéter les noms parce qu'en néerlandais, je ne suis pas très bon. Je ne suis pas comme Frédéric Fitch. Van Brunken. C'est ça, non? En 88, ils ont gagné l'Euro avec les Pays-Bas et la Ligue des Champions avec le PSV. Donc Anelka Karambeu, on l'a dit en 2000. Torres et Mata, ils ont gagné avec Chelsea en 2012 la Ligue des Champions et l'Euro avec l'Espagne. Et donc cette année, Pepe et Ronaldo, la Ligue des Champions. Et l'Euro en 2016. Ben voilà, avec le Portugal. Avec le Portugal. Merci de le rappeler, tu remues le couteau dans la plaie. Parce que je crois que tu avais oublié de le citer, si je ne me trompe pas. Oui, d'ailleurs, on peut parler Ballon d'Or, parce qu'il va être désigné dans quelques minutes. Voilà, même si sur Twitter, on a déjà vu la photo de Ronaldo chez nos amis de France Football. Il me semblait, je ne sais plus si c'est France Football ou l'équipe, mais je crois que c'est France Football qui a publié la photo sur Twitter cet après-midi. France Football organise le Ballon d'Or. Oui, alors que Ronaldo est en Asie pour le mondial des clubs, mais apparemment il ne va pas se coucher cette nuit. Il va suivre justement cette cérémonie. Donc on va voir, parce que ça paraît, on va dire que ça paraît logique vu ce qu'il a gagné, cette saison. Mais au vu des trophées, oui. Est-ce que c'était vraiment le meilleur footballeur? Ça peut se discuter. Disons que déjà rien que le trophée remis par France Football du Ballon d'Or est souvent discuté et critiqué, parce que le problème c'est qu'on sauf quand c'est Messi. Oui, c'est vrai que vu ce qu'il a encore fait hier, Messi. Pour ceux qui ont regardé un peu la Liga. Moi, j'ai essayé de le prendre en vidéo. Même à la vidéo, ça va trop vite. non, mais c'est exceptionnel. T'as tous les joueurs qui sont couchés partout. C'est un génie, quoi. Il y a pas d'autres termes. Et par rapport à Ronaldo, c'est vrai que lui, il est souvent décisif quand un match est bloqué. Tu donnes la passe, tu donnes le ballon à Messi et il est capable de t'enchaîner des dribbles, de te mettre à la renverse une équipe et de créer des décalages qui profitent aussi à ses coéquipiers. Et comparé à Ronaldo, c'est là, moi je trouve que c'est là qu'il y a la différence, parce que Ronaldo, c'est quelqu'un qui reste à l'entraînement, qui est capable de mettre des coups francs. C'est un grand joueur aussi. Mais par contre, dans un match, quand un match est fermé
il n'a pas cette capacité à débloquer le match par rapport à Messi. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce que je trouve. Moi. Messi l'artiste et Ronaldo la machine. Ronaldo, il a un mental de malade. Voilà. Messi aussi a un mental très très puissant. Oui. Mais Messi s'amuse plus que Ronaldo. Ronaldo, on le voit quand il joue avec son équipe, soit est mené, soit galère un peu, fait match nul, il s'énerve. Il s'en prend à ses coéquipiers. Moi, c'est pas vraiment l'esprit que j'aime, même si c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, évidemment, Cristiano Ronaldo. Oui, il s'entraîne. Hein. Est-ce qu'on peut dire quand il marque, les joueurs du Barça peuvent lui dire Messi beaucoup si sachant qu'il parle espagnol, non. Oui, je pense pas. Enfin, dans son équivalent espagnol, oui. Peut-être le Haute-Saônois, Jérémy Mathieu peut lui dire Messi beaucoup, mais Lionel Messi ne comprendra pas. Je dis Messi, oui, qu'on espère revoir sur les terrains bientôt, Jérémy. Mais c'est vrai que pour moi c'est la différence, elle se fait à ce niveau-là. C'est vrai que Ronaldo, il travaille beaucoup, hein, il enchaîne beaucoup sur les terrains à l'entraînement. C'est sûr que c'est un perfectionniste, mais il est capable. Oui, vas-y Thomas. Tiens, j'ai une petite info rigolote pour vous. Si Messi et Ronaldo n'avaient pas existé, qui aurait eu les ballons d'or ces dernières années? Alors on va prendre les deuxièmes. Et moi peut-être Griezmann qui adore l'Espagne. Non, Griezmann n'a jamais fini deuxième encore du ballon d'or. Peut-être cette année. Donc si Messi et Ronaldo avec leurs 4 et 5 ballons d'or, non 3 et 5, donc bientôt 4 et 5 probablement, ballons d'or n'avaient pas existé, qui aurait gagné les derniers ballons d'or? Donc les Espagnols en auraient remporté 5 sur les 8 dernières éditions. 1 pour Torres en 2008, 1 pour Xavi en 2009, 1 pour Iniesta en 2010, ça aurait été mérité pour l'un et l'autre. Re-1 pour Xavi en 2011 et re-1 pour Iniesta en 2012. Donc 2 pour Xavi, 2 pour Iniesta, ça aurait été que justice. 1 pour Torres, on se souvient en 2008, il avait été très Iniesta bon. aurait déjà dû en remporter un. Oui, franchement, moi je trouve. En 2013, ça aurait été le Français Franck Ribéry qui aurait gagné le Ballon d'Or. Oui, il le méritait à cette époque-là. Sur l'ensemble de sa carrière, ça aurait. Oui, puis sur la saison qu'il avait faite cette année-là, franchement, il le méritait. Oui. Voilà, j'ai toujours pas. C'est pour ça que je parle que. Voilà, Franck Ribéry, il est ce qu'il est, peu importe, mais sur cette saison-là, il aurait mérité le Ballon d'Or. Ouais. C'est pour ça que l'attribution du Ballon d'Or est remis en cause, parce que mais des fois, on se pose la question. Voilà. C'est un peu du copinage, vu que quand c'était la FIFA qui organisait, c'était les coachs, les sélectionneurs des équipes nationales et les capitaines des équipes nationales qui votaient, et non pas les journalistes. C'est extérieurs. Ça, donc c'est pour ça que c'était pas. Voilà. En 2014, ça aurait été encore une fois mérité, ça aurait été Neuer qui l'aurait gagné, le gardien a été excellent au mondial, voilà, simplement excellent. Et en 2015, ça aurait été Neymar, peut-être un peu plus discutable, moi j'ai préféré Suarez personnellement. Oui, c'est vrai, moi aussi. D'accord. Je suis plus Suarez que Neymar. Neymar, il est encore jeune. Il est très bon. Je pense qu'il va falloir qu'il emmène un peu l'équipe. Suarez, il a vraiment un mental de ouf. Il récupère le ballon dans toutes les positions. Je suis allé plusieurs fois le voir au Camp Nou. Notamment, il avait fait une retournée. Je dois l'avoir dans mon téléphone, mais et je la revois des fois à la télé. Et je me cherche dans le stade. Évidemment, on ne me voit pas au Camp Nou. Mais Suarez, c'était vraiment un gros coup de cœur. Oui, pour moi. Je pense qu'ils auraient mérité les deux à la fois le Ballon d'Or, je pense. Neymar et Suarez. Avec Messi aussi, les trois ensemble. Toute l'équipe du Barça, si tu veux mon avis. Oui, non, mais c'est vrai quoi. Ballon d'Or de la meilleure équipe d'Europe, le Barça. C'était en 2011 que le Barça 2011 était vraiment la meilleure équipe de tous les temps. La meilleure équipe de tous les temps, c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà. Si personne n'appelle pour donner la bonne réponse, moi je continue sur le Barça jusqu'à 22h, il n'y a pas de problème. Oui, t'en connais un rayon sur le Barça. Mais c'est vrai qu'après, faut que les gens appellent, sinon la place. Qu'est-ce qu'on fait? On la remet en jeu sur les réseaux sociaux peut-être? Je pense, oui. N'importe, oui, on verra ça, sans doute son appel, parce qu'on va pas rester là jusqu'à 21h. Peut-être, Fred, tu peux répéter la question. Allez, il vous reste peu de temps. La question, c'est un joueur formé au FCSM qui est gardien de but, dont le prénom commence par Pierrick. Là, j'ai tout dit. Commence par Pierrick, qui est du côté du Red Star, qui viendra affronter le FC Sochaux-Montbéliard ce vendredi au stade Bonal. Donc dépêchez-vous. Allez, on vous laisse 2 minutes, 2 petites minutes, parce qu'il faut qu'on coupe l'émission. Ah oui, faut qu'on aille donner à manger aux enfants. Oui, faut qu'on rentre. Chacun a sa vie. Sachant que vous retrouverez l'émission à partir de 22h. Il faut qu'on se couche tôt, parce que demain, on va du côté du stade Bonal. On a une grosse semaine surtout. Et on va finir assez tard, avec les matchs qui commencent à 21h. On dirait que c'est vous qui jouez sur le terrain. Il y a des fois, oui, quand on regarde. Ah oui, coach. Je pense que quand on est dans le stade,
on le vit intensément pareil, mais c'est pas pareil que quand on le regarde à la télé ou qu'on l'écoute à la radio. À la radio, c'est encore pire parce qu'on n'a pas l'image, donc Ouais. c'est encore pire. Là. On est encore plus fin Le fou. match de demain, il est retransmis sur Canal Plus Sport, entre parenthèses. Oui, encore faut-il avoir Canal Plus Sport. Tout est la question. Moi, j'ai Avant, les la deux, Coupe donc, de la Ligue la Coupe de la Ligue était retransmise sur le service public, donc c'était bien aussi. Maintenant, c'est vrai que sur Canal, il y a Le service public se contente de la Coupe de France. Alors moi j'ai trouvé la réponse. Et J'ai la le droit- Coupe de la j'ai le droit de Ligue jouer, aussi. j'ai le droit de gagner la place, j'ai trouvé la réponse. Si tu veux. hein. Si Non, tu non, veux. non, je plaisante évidemment. On laisse Si les tu veux. auditeurs, Ah, c'est comme quand on joue au hockey, hein, on se sert d'une. Bon, c'est facile. Hein. Ah, celle-là, elle est Balai. facile. Bon, bah écoute, si personne ne répond, on la Bon, fera vous gagner pouvez sur les jouer réseaux sur les sociaux. réseaux sociaux. Et puis... Soyons sport. 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonjour à toutes, enfin plutôt bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Avec ce soir un menu chargé, car il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Ligue Europa, en Ligue 2 également. Il y aura une grosse page, bien sûr, sur le FC Sochaux Montbéliard et sa victoire du côté d'Amiens. Mais on enchaîne directement avec un match de Coupe